Bon. Bon, je vais commencer. De toute façon, les lives seront tous disponibles à la rediffusion pour ceux qui voudraient les regarder plus tard parce que je sais qu'on commence par la fin de la recherche, c'est un peu embêtant. Mais bon, c'est ce qu'on nous demande à l'agrégation, donc il faut bien s'y coller. Donc voilà, tous ceux qui voudraient pas être spoilés, qui sont en plein milieu de la recherche, etc., vous pourrez regarder de nouveau les lives plus tard. Voilà, si jamais vous voulez pas vous spoiler. J'ai mon édition là. Alors pour info, c'est cette édition là que je vais lire, les folios classiques. C'est celle qu'on nous demande pour travailler à l'agrégation. Mais voilà, je vous ai donné sur Instagram et sur YouTube aussi dans l'onglet communauté, vous pouvez retrouver le programme des directs avec à chaque fois les pages qui correspondent aux pages dans cette édition. Mais si vous n'avez pas cette édition, c'est pas grave parce que j'ai aussi mis le début et la fin de chaque passage. Donc vous pourrez vous y retrouver normalement. Donc voilà, bienvenue à tous. Je suis contente de partager ce moment avec vous. On va commencer la lecture bientôt, mais avant de lire, je vais peut-être vous faire un petit topo sur Proust et la recherche rapidement. J'y connais pas encore grand-chose, hein. Je vais commencer à étudier la recherche cette année, donc je vais pas pouvoir vous faire tout de suite des dissertations ou des commentaires de malade sur Proust, mais voilà, peut-être juste mettre un petit peu des bases parce qu'on commence par la fin et aussi vous parler des personnages qu'on va croiser dans le passage qu'on va lire. J'ai un peu regardé à l'avance parce que quand on commence par la fin, on connaît pas les personnages, donc c'est pas très pratique. mais voilà, donc je vais vite fait vous faire ça. Donc je vais commencer par... Coucou Laurine. Je vais commencer par vous parler rapidement de Proust. Rien, encore une fois, de transcendant, mais voilà un petit peu des bases. Donc Proust, il est né en 1871 d'un père agrégé de médecine, d'une mère passionnée de littérature. Il avait aussi un frère du nom de Robert qui était médecin, donc ça a son rôle dans le passage qu'on va lire, vous verrez. Il a fait des études de droit et ensuite des études de philo. Voilà, je vous balance un peu des fun facts comme ça, c'est pas très construit ni rien, c'est juste pour avoir quelques infos qui seront utiles quand on lira. Il était Dreyfusard. Il était aussi homosexuel et il a eu une relation avec un musicien parisien qui s'appelait Reynaldo Hahn. Sa vie en général, on la découpe en deux parties. Donc une première partie avant 1909, donc c'est avant sa vie d'auteur, c'est-à-dire qu'elle était plutôt consacrée à son évolution dans la vie mondaine, à son ascension sociale, son intégration à la société littéraire parisienne. Et puis à partir de 1909, il se consacre vraiment à la recherche et du coup c'est un peu ce qu'on va appeler sa vie littéraire. En tant qu'auteur, il a écrit surtout la recherche, c'est un peu l'homme d'une seule œuvre, mais pas que. Il a publié en 1896 un texte qui s'appelle Les plaisirs et les jours. Et il a aussi écrit, avant la recherche, un texte qui est considéré un peu comme un brouillon de la recherche, ou en tout cas un embryon plutôt, voilà, qui s'intitule Jean Santeuil et qui n'a été publié qu'en 1952, alors qu'il l'a écrit entre 1895 et 1902. C'est un livre qu'il a abandonné, il ne l'a jamais fini. Et puis évidemment la recherche. Après, il a aussi écrit de courts articles de presse, de critiques littéraires, des chroniques, des pastiches, etc. Et il a aussi pratiqué la traduction. Il a traduit les œuvres d'un auteur britannique qui s'appelait Ruskin. Voilà, donc ça c'est un peu pour Proust. La recherche, elle a été composée entre 1909 et 1922. C'est la date de la mort, l'année de la mort de Proust. C'est une œuvre qui comprend 7 tomes et qui a une construction circulaire. Une construction circulaire parce qu'en fait, excusez-moi, il a composé du côté de chez Swann et Le Temps retrouvé en parallèle, en même temps en fait. Donc on va retrouver au niveau de la structure, du contenu, etc., des similitudes entre eux du côté de chez Swann et Le Temps retrouvé. Et voilà, du coup ça constitue cette petite construction circulaire. Donc du côté de chez Swann a été publié en 1913. Ça raconte un peu l'enfance du narrateur qui
s'appelle ou pas Marcel, on ne sait pas vraiment, parce que il me semble qu'à 2 reprises dans la recherche, il est mentionné sous le nom de Marcel, mais il y a un passage dans La prisonnière, je crois, où le narrateur dit qu'il ne faut pas se fier au fait que son nom soit Marcel, donc bon. Voilà, Mystère et boule de gomme. Donc cette enfance, elle est racontée de manière fragmentée. Et dans ce premier tome, on a aussi la mise en place des grands thèmes littéraires de la recherche, donc la vie bourgeoise, le thème du souvenir, de la littérature, du lien entre le présent et le passé, etc. Le deuxième tome de la recherche, c'est À l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui est publié en 1919 et qui reçoit le prix Goncourt. Ensuite, il y a Le côté de Guermantes en 1920-1921, Sodome et Gomorrhe en 1921-1922, La prisonnière en 1923, donc les 3 dernières œuvres de la recherche sont publiées de manière posthume. Albertine disparue ou La fugitive, il y a 2 titres, 1925 et Le temps retrouvé en 1927, qu'on va lire aujourd'hui. Donc voilà pour cet aspect-là. Alors, maintenant, je vais juste faire un petit point sur les personnages qu'on va rencontrer dans le passage. Je vous ai fait un petit tableau que je vais laisser afficher pendant tout le live, je pense. Comme ça, vous pourrez, quand on croisera le nom des personnages, vous référer au tableau. Alors, il faut juste que j'arrive à l'insérer. Hop, parcourir. Voilà. Et maintenant, j'ajuste la taille. Alors, j'espère qu'on voit tout bien. Voilà, bon. On va dire que c'est bon. Dites-moi si vous voyez bien dans les commentaires. Alors, et j'espère que ça lag pas trop aussi. Donc on a dans ce passage plusieurs personnages importants. Tout d'abord le narrateur. Est-ce qu'il s'appelle Marcel? Est-ce qu'il s'appelle pas Marcel? Voilà, mystère, je vous en ai parlé avant. On a ensuite le personnage, le nom de Bergotte qui est mentionné. Ok, super, merci Laurine. On a le nom... Alors, je ne les ai pas mis dans le même ordre. Bon, là, je vous parle du 3e, du coup, Bergotte, qui est un auteur célèbre dans la recherche. C'est pas un véritable auteur, c'est un auteur fictionnel. Mais donc, c'est un écrivain reconnu que le narrateur admire depuis son enfance. Il le rencontre dans le premier tome de la recherche. Enfin, il le rencontre de manière littéraire, quoi. Il découvre ses livres dans le premier tome. Et il va être assez souvent là dans la recherche. Ensuite, on a Robert ou Saint-Loup, enfin c'est son nom de famille, quoi. Je crois que c'est le marquis de Saint-Loup. Je me trompe peut-être, c'est peut-être un autre titre, mais voilà. Qui est le meilleur ami du narrateur. Donc vous voyez qu'il porte le nom du frère de Marcel Proust. Ensuite, on a le marquis de Charlus, qui est un vieux baron proche de Swann, qui est aussi homosexuel, et qui est inspiré d'un personnage que Proust a rencontré, Montesquieu. Donc voilà, c'est quelqu'un dont... c'est un personnage qui est inspiré d'une personne réelle. On a le Courvoisier, qui est le neveu de la marquise de Gallardon, mais bon, on la croisera pas là tout de suite, donc on s'en fiche. Il est qualifié d'inverti, alors j'ai fait un petit peu des recherches sur ce terme, et à l'époque c'est comme ça qu'on nommait en psychologie les hommes qui portaient des vêtements féminins. Bon, c'est un peu daté comme théorie, mais voilà. Ensuite, on a Françoise. Alors Françoise, elle apparaît dès le premier tome de la recherche aussi. C'est la cuisinière de Tante Léonie à Combray. Et ensuite, elle sera au service de la famille du narrateur. Après, on a Madame de Guermantes. Alors, Madame de Guermantes... c'est l'épouse et la cousine de Monsieur de Guermantes. Et voilà. C'est bien elle dont je parle. Oui, Monsieur de Guermantes, pardon. Bah, pourquoi je parle de Madame de Guermantes? C'est Monsieur de Guermantes. Je vois en tout petit sur mon écran, donc j'ai un peu confondu les deux. Donc le Monsieur de Guermantes, c'est le frère de Charlus. Donc voilà, c'est ce qu'il faut savoir principalement sur lui. Ensuite, on a Morel, qui est un violoniste dont Charlus est amoureux. Ensuite, on a Théodore, qui est un garçon de Combray, donc voilà. Ensuite, on a Madame
de Marsante, qui est la mère de Saint-Loup. Ensuite, on a Verdurin, qui est un bourgeois. Bon, voilà, un riche bourgeois dont la femme tient un salon. Et enfin, Mademoiselle de Vinteuil. Donc voilà, ça, c'est les personnages qu'on va rencontrer dans le passage qu'on va lire. Et voilà, on va passer tout doucement à la lecture. Donc le live devrait durer entre 1h30 et 2 heures. Et voilà, je ferai sûrement 2 pauses pour reposer un peu ma voix aussi. Mais voilà. Alors je voulais peut-être juste commencer encore avant de lire Le temps retrouvé par lire un passage de La prisonnière qui me semble bien illustrer un peu l'œuvre de Proust, son travail d'auteur. Alors je vous lis ça rapidement. Cette qualité inconnue d'un monde unique et qu'aucun autre musicien ne nous a jamais fait voir. Peut-être était-ce en cela, disais-je à Albertine, qu'est la preuve la plus authentique du génie, bien plus que le contenu de l'œuvre elle-même. Même en littérature, me demandait Albertine. Même en littérature. En repensant à la monotonie des œuvres de Vinteuil, j'expliquais à Albertine que les grands littérateurs n'ont jamais fait qu'une seule œuvre, ou plutôt réfracté à travers des milieux divers, une même beauté qu'ils apportent au monde. Donc voilà, j'aime bien ce passage, et je crois que ça correspond assez bien à ce qu'on a dans la recherche. Donc c'est parti, on va commencer à lire. Alors je vous invite à prendre votre livre. Et c'est parti. Alors excusez-moi si parfois je bute un peu sur les mots ou les phrases. Des fois Proust il fait des phrases très très longues. Alors j'espère que je ne vais pas trop buter sur les phrases. Mais voilà, c'est la première fois que je fais ça. Donc excusez-moi si c'est pas parfait. Allez, c'est parti. Le temps retrouvé. Toute la journée, dans cette demeure un peu trop campagne, qui n'avait l'air que d'un lieu de sieste entre 2 promenades ou pendant l'averse, une de ces demeures où chaque salon a l'air d'un cabinet de verdure, et où, sous la tenture des chambres, les roses du jardin dans l'une, les oiseaux des arbres dans l'autre, vous ont rejoint et vous tiennent compagnie, isolés du moins, car c'étaient des vieilles tentures où chaque rose était assez séparée pour qu'on eût pu, si elle avait été vivante, l'accueillir, chaque oiseau le mettre en cage et l'apprivoiser, sans rien de ces grandes décorations des chambres d'aujourd'hui, où, sur un fond d'argent, tous les pommiers de Normandie sont venus se profiler en style japonais pour halluciner les heures que vous passez au lit. Toute la journée, je la passais dans ma chambre, qui donnait sur les belles verdures du parc et les lilas de l'entrée, les feuilles vertes des grands arbres au bord de l'eau, étincelant de soleil, et la forêt de mes églises. Je ne regardais en somme tout cela avec plaisir que parce que je me disais « C'est joli d'avoir tant de verdure dans la fenêtre de ma chambre ». Jusqu'au moment où, dans le vaste tableau verdoyant, je reconnus, peint lui au contraire en bleu sombre, simplement parce qu'il était plus loin, le clocher de l'église de Combray. Non pas une figuration de ce clocher lui-même, qui, mettant ainsi sous mes yeux la distance des lieux et des années, était venu, au milieu de la lumineuse verdure et d'un tout autre ton, si sombre qu'il paraissait presque seulement dessiné, s'inscrire dans le carreau de ma fenêtre. Et si je sortais un moment de ma chambre, au bout du couloir, j'apercevais, parce qu'il était orienté autrement, comme une bande d'écarlate, la tenture d'un petit salon qui n'était qu'une simple mousseline, mais rouge et prête à s'incendier, si on y donnait un rayon de soleil. Pendant ces promenades, Gilberte me parlait de Robert, comme en se détournant d'elle, mais pour aller auprès d'autres femmes. Il est vrai que beaucoup encombraient sa vie, et comme certaines camaraderies masculines pour les hommes qui aiment les femmes, avec ce caractère de dépenses inutilement faites, et de places vainement usurpées qu'ont dans la plupart des maisons les objets qui ne peuvent servir à rien. Il vint plusieurs fois à Tansonville pendant que j'y étais. Il était bien différent de ce que je l'avais connu. Sa vie ne l'avait pas épaissi, alenti, comme M. de Charlus, mais tout au contraire. Mais opérant, en lui, un changement inverse, lui avait donné l'aspect désinvolte d'un officier de cavalerie, et bien qu'il eût donné sa démission au moment de son mariage, à un point qu'il n'avait jamais eu. Au fur et à mesure que M. de Charlus s'était alourdi, Robert, et sans doute il était infiniment plus jeune, mais on sentait qu'il ne ferait que se rapprocher davantage de cet idéal avec l'âge, comme certaines femmes qui sacrifient résolument leur visage à leur taille, et à partir d'un certain moment ne quittent plus Marienbad, pensant que, ne pouvant garder à la fois plusieurs jeunesses, c'est encore celle de la tournure qui sera la plus capable de représenter les autres, était devenu plus élancé, plus rapide, et fait contraire d'un même vice. Cette vélocité avait d'ailleurs diverses raisons psychologiques. La crainte d'être vu, le désir de ne pas sembler avoir cette crainte,
la fébrilité qui naît du mécontentement de soi et de l'ennui. Il avait l'habitude d'aller dans certains mauvais lieux où, comme il aimait qu'on ne le vît ni entrer ni sortir, il s'engouffrait pour offrir au regard malveillant de passants hypothétiques le moins de surface possible, comme on monte à l'assaut. Et cette allure de coup de vent lui était restée. Peut-être aussi schématisait-elle l'intrépidité apparente de quelqu'un qui veut montrer qu'il n'a pas peur et ne veut pas se donner le temps de penser. Peut-être, pour être complet, il faudrait faire entrer en ligne de compte le désir, plus il vieillissait, de paraître jeune, et même l'impatience de ces hommes toujours ennuyés, toujours blasés, que sont les gens trop intelligents pour la vie relativement oisive qu'ils mènent, et où leurs facultés ne se réalisent pas. Sans doute l'oisiveté même de ceux-là peut se traduire par de la nonchalance, mais surtout depuis la faveur dont jouissent les exercices physiques, l'oisiveté a pris une forme sportive, même en dehors des heures de sport et qui se traduit par une vivacité fébrile qui croit ne pas laisser à l'ennui le temps ni la place de se développer et non plus par de la nonchalance. Ma mémoire avait, la mémoire involontaire elle-même, perdu l'amour d'Albertine. Mais il semble qu'il y ait une mémoire involontaire des membres, pâle et stérile imitation de l'autre, qui vivent plus longtemps, comme certains animaux ou végétaux inintelligents vivent plus longtemps que l'homme. Les jambes, les bras sont pleins de souvenirs engourdis. Une fois que j'avais quitté Gilberte assez tôt, je m'éveillai au milieu de la nuit dans la chambre de Tansonville, et encore à demi endormie, j'appelai Albertine. Ce n'était pas que j'eusse pensé à elle, ni rêvé d'elle, ni que je la prisse pour Gilberte. C'est qu'une réminiscence éclose en mon bras m'avait fait chercher derrière mon dos la sonnette, comme dans ma chambre de Paris. Et, ne la trouvant pas, j'avais appelé « Albertine », croyant que mon amie défunte était couchée près de moi, comme elle faisait souvent le soir, et que nous nous endormions ensemble, comptant au réveil sur le temps qu'il faudrait à Françoise, avant d'arriver, pour qu'Albertine pût sans imprudence tirer la sonnette que je ne trouvais pas. Devenant, du moins durant cette phase fâcheuse, beaucoup plus sec, il ne faisait presque plus preuve vis-à-vis de ses amis, par exemple vis-à-vis de moi, d'aucune sensibilité. Et en revanche, il avait avec Gilberte des affectations de sensiblerie poussées jusqu'à la comédie qui déplaisait. Ce n'était pas qu'en réalité Gilberte lui fût indifférente. Non, Robert l'aimait. Mais il lui mentait tout le temps. Son esprit de duplicité, sinon le fond même de ses mensonges, était perpétuellement découvert. Et alors il ne croyait pouvoir s'en tirer qu'en exagérant dans des proportions ridicules la tristesse réelle qu'il avait de peiner Gilberte. Il arrivait à Tansonville, obligé, disait-il, de repartir le lendemain matin pour une affaire avec un certain monsieur du pays qui était censé l'attendre à Paris, et qui, précisément rencontré dans la soirée près de Combray, dévoilait involontairement le mensonge au courant duquel Robert avait négligé de le mettre, en disant qu'il était venu dans le pays se reposer pour un mois et ne retournait pas à Paris d'ici là. Robert rougissait, voyait le sourire mélancolique et fier de Gilberte, se dépêtrait en l'insultant du gaffeur, rentrait avec sa femme, lui faisait remettre un mot désespéré où il lui disait qu'il avait fait ce mensonge pour ne pas lui faire de peine, pour qu'en le voyant repartir pour une raison qu'il ne pouvait pas lui dire, elle ne crut pas qu'il ne l'aimait pas, et tout cela bien qu'il l'écrivît comme un mensonge était en somme vrai, puis faisant demander s'il pouvait rentrer chez elle, et là, moitié tristesse réelle, moitié énervement de cette vie, moitié simulation chaque jour plus audacieuse, sanglotait, sinon d'aide ou froide, parlait de sa mort prochaine. Quelquefois s'abattait sur le parquet comme s'il se fût trouvé mal. Gilberte ne savait pas dans quelle mesure elle devait le croire, le supposait menteur en chaque cas particulier, mais que d'une façon générale elle était aimée, et s'inquiétait de ce pressentiment d'une mort prochaine, pensant qu'il avait peut-être une maladie qu'elle ne savait pas, et n'osait pas à cause de cela le contrarier et lui demander de renoncer à ses voyages. Je comprenais du reste d'autant moins pourquoi il en faisait que Morel était reçu comme l'enfant de la maison avec Bergotte, partout où étaient les Saint-Loup, à Paris, à Tansonville. Morel imitait Bergotte à ravir. Il n'y eut même plus besoin, au bout de quelque temps, de lui demander d'en faire une imitation. Comme ces hystériques qu'on n'est plus obligé d'endormir pour qu'ils deviennent telle ou telle personne, de lui-même, il entrait tout d'un coup dans le personnage. Françoise, qui avait déjà vu tout ce que M. de Charlus avait fait pour Jupien, et tout ce que Robert de Saint-Loup fait pour Morel, n'en concluait pas que c'était un trait qui reparaissait à certaines générations chez les Guermantes, mais plutôt, comme le Grandin aidait beaucoup Théodore, elle avait fini, elle, personne si morale et si pleine de préjugés, par croire que c'était une coutume que son universalité rendait respectable. Elle disait toujours d'un jeune homme, que ce fût Morel ou Théodore, « Il a trouvé un monsieur qui s'est toujours intéressé à lui et qui lui a bien aidé. »
Et comme en pareil cas, les protecteurs sont ceux qui aiment, qui souffrent, qui pardonnent, Françoise, entre eux et les mineurs qu'ils détournaient, n'hésitait pas à leur donner le beau rôle, à leur trouver bien du cœur. Elle blâmait sans hésiter Théodore, qui avait joué bien des tours à Legrandin, et semblait pourtant ne pouvoir guère avoir de doute sur la nature de leur relation, car elle ajoutait. Alors le petit a compris qu'il fallait y mettre un peu du sien, et a dit « Prenez-moi avec vous, je vous aimerai bien, je vous cajolerai bien. » Et ma foi, ce monsieur a tant de cœur que bien sûr que Théodore est sûr de trouver près de lui peut-être bien plus qu'il ne mérite, car c'est une tête brûlée. Mais ce monsieur est si bon que j'ai souvent dit à Jeannette, la fiancée de Théodore, « Petite, si jamais vous êtes dans la peine, allez vers ce monsieur. Il coucherait plutôt par terre et vous donnerait son lit. Il a trop aimé le petit Théodore pour le mettre dehors. Bien sûr qu'il ne l'abandonnera jamais. » Par politesse, je demandai à sa sœur le nom de Théodore qui vivait maintenant dans le Midi. « Mais c'était lui qui m'avait écrit pour mon article du Figaro, m'écriai-je en apprenant qu'il s'appelait Sanilon. De même estimait-elle plus Saint-Loup que Morel, et jugeait-elle que, malgré tous les coups que le petit Morel avait faits, le marquis ne le laisserait jamais dans la peine, car c'est un homme qui avait trop de cœur, et alors il faudrait qu'il lui soit arrivé à lui-même de grands revers. Il insistait pour que je restasse à Tansonville, et laissa échapper une fois, bien qu'il ne cherchât visiblement plus à me faire plaisir, que ma venue avait été pour sa femme une joie telle qu'elle en était restée, à ce qu'elle lui avait dit, transportée de joie tout un soir où elle se sentait si triste que je l'avais, en arrivant à l'improviste, miraculeusement sauvée du désespoir. Peut-être de pis, ajouta-t-il. Il me demandait de tâcher de la persuader qu'il l'aimait, me disant que la femme qu'il aimait aussi, il l'aimait moins qu'elle, et romprait bientôt. Et pourtant, ajoutait-il avec une telle fatuité et un tel besoin de confidence que je croyais par moments que le nom de Charlie allait, malgré Robert, sortir comme le numéro d'une loterie, j'avais de quoi être fière. Cette femme qui me donne tant de preuves de sa tendresse et que je vais sacrifier à Gilberte. Jamais elle n'avait fait attention à un homme. Elle se croyait elle-même incapable d'être amoureuse. Je suis le premier. Je savais qu'elle s'était tellement refusée à tout le monde que, quand j'ai reçu la lettre adorable où elle me disait qu'il ne pouvait y avoir de bonheur pour elle qu'avec moi, je n'en revenais pas. Évidemment, il y aurait de quoi me griser si la pensée de voir cette pauvre petite Gilberte en larmes ne m'était pas intolérable. « Ne trouves-tu pas qu'elle a quelque chose de Rachel ?» me disait-il. Et en effet, j'avais été frappée d'une vague ressemblance qu'on pouvait à la rigueur trouver maintenant entre elles. Peut-être tenait-elle une similitude réelle de quelques traits, dus par exemple à l'origine hébraïque pourtant si peu marquée chez Gilberte, à cause de laquelle Robert, quand sa famille avait voulu qu'il se mariât, s'était à condition de fortune égale, sentit plus attiré vers Gilberte. Elle tenait aussi à ce que Gilberte, ayant surpris des photographies de Rachel dont elle avait ignoré jusqu'au nom, cherchait pour plaire à Robert à imiter certaines habitudes chères à l'actrice, comme d'avoir toujours des nœuds rouges dans les cheveux, un ruban de velours noir au bras, et se teignait les cheveux pour paraître brune. Puis, sentant que ses chagrins lui donnaient mauvaise mine, elle essayait d'y remédier. Elle le faisait parfois sans mesure. Un jour où Robert devait venir le soir pour passer 24 heures à Tansonville, je fus stupéfait de la voir venir se mettre à table si étrangement différente, non seulement de ce qu'elle était autrefois, mais même les jours habituels, que je restais stupéfait, comme si j'avais eu devant moi une actrice, une espèce de Théodora. Je sentais que malgré moi, je la regardais trop fixement, dans ma curiosité de savoir ce qu'elle avait changé. Cette curiosité fut d'ailleurs bientôt satisfaite, quand elle se moucha, et malgré toutes les précautions qu'elle y mit. Par toutes les couleurs qui restèrent sur le mouchoir, en faisant une riche palette, je vis qu'elle était complètement peinte. C'était cela qui lui faisait cette bouche sanglante, et qu'elle s'efforçait de rendre rieuse, croyant que cela lui allait bien, tandis que l'heure du train qui s'approchait, sans que Gilberte sût si son mari arriverait vraiment, ou s'il n'enverrait pas une de ces dépêches dont M. de Guermantes avait spirituellement fixé le modèle, impossible venir, mensonge suit, blablabla, pâlissait ses joues sous la sueur violette du phare et cernait ses yeux. « Ah, vois-tu, me disait-il, avec un air volontairement tendre, qui contrastait tant avec sa tendresse spontanée d'autrefois, avec une voix d'alcoolique et des modulations d'acteur. Gilberte heureuse, il n'y a rien que je donnerais pour voir cela. Elle a tant fait pour moi, tu ne peux pas savoir. » Et ce qui était le plus déplaisant dans tout cela était encore l'amour-propre, car il était flatté d'être aimé par Gilberte, sans oser dire que c'était Charlie qu'il aimait, donnait pourtant sur l'amour que le violoniste était censé avoir pour lui, des détails que Saint-Loup savait bien exagérer, sinon inventer de toutes pièces, lui à qui Charlie demandait chaque jour plus d'argent. Et c'était en me confiant Gilberte qu'il repartait pour Paris.
J'eus du reste l'occasion, pour anticiper un peu puisque je suis encore à Tansonville, de l'y apercevoir une fois dans le monde, et de loin où sa parole, malgré toute vivante et charmante, me permettait de retrouver le passé. Je fus frappée combien il changeait. Il ressemblait de plus en plus à sa mère, la manière de sveltesse hautaine qu'il avait héritée d'elle et qu'elle avait parfaite, chez lui, grâce à l'éducation la plus accomplie, elle s'exagérait, se figeait. La pénétration du regard propre aux Guermantes lui donnait l'air d'inspecter tous les lieux au milieu desquels il passait, mais d'une façon quasi inconsciente, par une sorte d'habitude et de particularité animale. Même immobile, la couleur qui était la sienne, plus que de tous les Guermantes, d'être seulement l'ensoleillement d'une journée d'or devenue solide, lui donnait comme un plumage si étrange, faisait de lui une espèce si rare, si précieuse, qu'on aurait voulu le posséder pour une collection ornithologique. Mais quand, de plus, cette lumière changeait en oiseau, se mettait en mouvement, en action, quand par exemple je voyais Robert de Saint-Loup entrer dans une soirée où j'étais, il avait des redressements de tête si soyeusement et fièrement huppés sous l'aigrette d'or de ses cheveux un peu déplumés, des mouvements de cou tellement plus souples, plus fiers et plus coquets que n'en ont les humains, que devant la curiosité et l'admiration moitié mondaine, moitié zoologique, il vous inspirait. On se demandait si c'était dans le faubourg Saint-Germain qu'on se trouvait, ou au jardin des plantes, et si on regardait un grand seigneur traverser un salon, ou se promener dans sa cage un oiseau. Tout ce retour, d'ailleurs, à l'élégance volatile des Guermantes, au bec pointu, aux yeux acérés, était maintenant utilisé par son vice nouveau, qui s'en servait pour se donner contenance. Plus il s'en servait, plus il paraissait que ce que Balzac appelle tante. Pour peu qu'on y mît un peu d'imagination, le ramage ne se prêtait pas moins à cette interprétation que le plumage. Il commençait à dire des phrases qu'il croyait grand siècle, et par là il imitait les manières des Guermantes. Mais un rien indéfinissable faisait qu'elle devenait du même coup les manières de M. de Charlus. « Je te quitte un instant, me dit-il dans cette soirée où Madame Marsantes était un peu plus loin. Je vais faire un doigt de cour à ma mère. » Quant à cet amour dont il me parlait sans cesse, il n'était pas d'ailleurs que celui pour Charlie, mais bien que ce fût le seul qui comptât pour lui. Quel que soit le genre d'amour d'un homme, on se trompe toujours sur le nombre des personnes avec qui il a des liaisons, parce qu'on interprète faussement des amitiés comme des liaisons, ce qui est une erreur par addition, mais aussi parce qu'on croit qu'une liaison prouvée en exclut une autre, ce qui est un autre genre d'erreur. Deux personnes peuvent dire « la maîtresse de X, je la connais », prononcer deux noms différents et ne se tromper ni l'une ni l'autre. Une femme qu'on aime suffit rarement à tous nos besoins, et on la trompe avec une femme qu'on n'aime pas. Quant au genre d'amour que Saint-Loup avait hérité de M. de Charlus, un mari qui est enclin fait habituellement le bonheur de sa femme. C'est une règle générale, à laquelle les Guermantes trouvaient le moyen de faire exception, parce que ceux qui avaient ce goût voulaient faire croire qu'ils avaient au contraire celui des femmes. Ils s'affichaient avec l'une ou l'autre et désespéraient la leur. Les Courvoisiers en usaient plus sagement. Le jeune vicomte de Courvoisier se croyait seul sur la terre et depuis l'origine du monde à être tenté par quelqu'un de son sexe. Supposant que ce penchant lui venait du diable, il lutta contre lui, épousa une femme ravissante, lui fit des enfants. Puis, un de ses cousins lui enseigna que ce penchant était assez répandu, poussa la bonté jusqu'à le mener dans des lieux où il pouvait le satisfaire. Monsieur de Courvoisier n'en aima plus sa femme, redoubla de zèle prolifique, et elle et lui étaient cités comme les meilleurs ménages de Paris. On n'en disait point autant de celui de Saint-Loup, parce que Robert, au lieu de se contenter de l'inversion, faisait mourir sa femme de jalousie en entretenant sans plaisir des maîtresses. Il est possible que Morel, étant excessivement noir, fut nécessaire à Saint-Loup comme l'ombre l'est au rayon du soleil. On imagine très bien dans cette famille si ancienne un grand seigneur blond doré, intelligent, doué de tous les prestiges et recelant à fond de cale un goût secret ignoré de tous pour les nègres. Robert, d'ailleurs, ne laissait jamais la conversation toucher à ce genre d'amour qui était le sien. Si j'en disais un mot, « Ah, je ne sais pas », répondait-il avec un détachement si profond qu'il en laissait tomber son monocle. « Je n'ai pas soupçon de ces choses-là. Si tu désires des renseignements là-dessus, mon cher, je te conseille de t'adresser ailleurs. Moi, je suis un soldat, un point c'est tout. Autant que ces choses-là m'indiffèrent, autant je suis, avec passion, la guerre balkanique. Autrefois, cela t'intéressait, l'étymologie des batailles. Je te disais qu'on reverrait, même dans les conditions les plus différentes, les batailles typiques. Par exemple, le grand essai d'enveloppement de parallèle, la bataille d'Ulm. Eh bien, si spécial que soient ces guerres balkaniques, Lulé-Burgas est encore l'enveloppement parallèle. Voilà les sujets dont tu peux me parler.
Mais pour le genre de choses auxquelles tu fais allusion, je m'y connais autant qu'en sanskrit. » Ces sujets que Robert dédaignait ainsi, Gilberte au contraire, quand il était reparti, les abordait volontiers en causant avec moi. Non certes relativement à son mari, car elle ignorait ou feignait d'ignorer tout, mais elle s'entendait volontiers sur eux en tant qu'ils concernaient les autres. Soit qu'elle y vit une sorte d'excuse indirecte pour Robert, soit que celui-ci, partagé comme son oncle entre un silence sévère à l'égard de ses sujets et un besoin de s'épancher et de médire, l'eût instruite pour beaucoup. Entre tous, M. de Charlus n'était pas épargné. C'était sans doute que Robert, sans parler de Charlie à Gilberte, ne pouvait s'empêcher avec elle de lui répéter sous une forme ou une autre ce que le violoniste lui avait appris. Et il poursuivait son ancien bienfaiteur de sa haine. Ces conversations, que Gilberte affectionnait, me permirent de lui demander si dans un genre parallèle, Albertine, dont c'est par elle que jadis j'avais eu la première fois entendu le nom, quand elles étaient amies de cour, avait de ses goûts. Gilberte ne put me donner ce renseignement. Au reste, il y avait longtemps qu'elle eût cessé d'offrir quelque intérêt pour moi. Mais je continuais à m'en enquérir machinalement, comme un vieillard ayant perdu la mémoire, qui demande de temps à autre des nouvelles du fils qu'il a perdu. Ce qui est curieux, et ce sur quoi je ne peux m'entendre, c'est à quel point vers cette époque-là, toutes les personnes qu'aimait Albertine, toutes celles qui auraient pu lui faire ce qu'elle aurait voulu, demandèrent, implorèrent, j'oserais dire mendièrent, à défaut de mon amitié, quelque relation avec moi. Il n'y aurait plus besoin d'offrir de l'argent à Madame Bontemps pour qu'elle me renvoyât à Albertine. Ce retour de la vie se produisait quand il ne servait plus à rien, m'attristait profondément, non à cause d'Albertine, que j'eusse reçue sans plaisir si elle m'eût été ramenée non plus de Touraine mais de l'autre monde, mais à cause d'une jeune femme que j'aimais et que je ne pouvais arriver à voir. Je me disais que si elle mourait, ou si je ne l'aimais plus, tous ceux qui eussent pu me rapprocher d'elle tomberaient à mes yeux. Et en attendant, j'essayais en vain d'agir sur eux, n'étant pas guérie par l'expérience qui aurait dû m'apprendre, si elle apprenait jamais rien, qu'aimer est un mauvais sort, comme ceux qu'il y a dans les contes, contre quoi on ne peut rien, jusqu'à ce que l'enchantement ait cessé. Justement, le livre que je tiens là parle de ces choses, me dit-elle. Je parlais à Robert de ce mystérieux « nous nous serions bien entendus ». Il déclara ne pas s'en souvenir, et que cela n'avait en tout cas aucun sens particulier. C'est un vieux Balzac que je pioche pour me mettre à la hauteur de mes oncles, la fille aux yeux d'or. Mais c'est absurde, invraisemblable, un beau cauchemar. D'ailleurs, une femme peut peut-être être surveillée ainsi par une autre femme, jamais par un homme. Vous vous trompez, j'ai connu une femme qu'un homme qu'il aimait était arrivé véritablement à séquestrer. Elle ne pouvait jamais voir personne et sortir seulement avec des serviteurs dévoués. Eh bien, cela devrait vous faire horreur, à vous qui êtes si bon. Justement, nous disions avec Robert que vous devriez vous marier. Votre femme vous guérirait et vous feriez son bonheur. Non, parce que j'ai trop mauvais caractère. Quelle idée! Je vous assure, j'ai du reste été fiancée, mais je n'ai pas pu me décider à l'épouser, et elle y a renoncé elle-même, à cause de mon caractère indécis et tracassier. C'était en effet sous cette forme trop simple que je jugeais mon aventure avec Albertine, maintenant que je ne voyais plus cette aventure que du dehors. J'étais triste en remontant dans ma chambre de penser que je n'avais pas été une seule fois revoir l'église de Combray, qui semblait m'attendre au milieu des verdures dans une fenêtre toute violacée. Je me disais « Tant pis, ce sera pour une autre année si je ne meurs pas d'ici là », ne voyant pas d'autre obstacle que ma mort, et n'imaginant pas celle de l'église, qui me semblait devoir durer longtemps après ma mort, comme elle avait duré longtemps avant ma naissance. Un jour pourtant, je parlais à Gilberte d'Albertine, et lui demandait si celle-ci aimait les femmes. « Oh, pas du tout. Mais vous disiez autrefois qu'elle avait mauvais genre. »« J'ai dit cela, moi. Vous devez vous tromper. En tout cas, si je l'ai dit, mais vous faites erreur, je parlais au contraire d'amourette avec de jeunes gens. À cet âge-là, du reste, cela n'allait d'ailleurs probablement pas bien loin. Gilberte disait cela pour me cacher qu'elle-même, selon ce qu'Albertine m'avait dit, aimait les femmes et avait fait à Albertine des propositions. Ou bien, car les autres sont souvent plus renseignés sur notre vie que nous ne croyons, savait-elle que j'avais aimé, que j'avais été jaloux d'Albertine, et, les autres pouvant savoir plus de vérité sur nous que nous croyons, mais l'étendre aussi trop loin et être dans l'erreur par des suppositions excessives, alors que nous les avions espérées dans l'erreur par l'absence de toute supposition, s'imaginait-elle que je l'étais encore, et me mettait-elle sur les yeux, par bonté, ce bandeau qu'on a toujours tout prêt pour les jaloux. En tout cas, les paroles de Gilberte depuis le mauvais genre, d'autrefois jusqu'au certificat de bonne vie et de mœurs
d'aujourd'hui suivait une marche inverse des affirmations d'Albertine qui avait fini presque par avouer de demi-rapport avec Gilberte. Albertine m'avait étonnée en cela, comme sur ce que m'avait dit André, car pour toute cette petite bande, j'avais d'abord cru, avant de la connaître, à sa perversité. Je m'étais rendu compte de mes fausses suppositions. Comme il arrive si souvent, quand on trouve une honnête fille et presque ignorante des réalités de l'amour dans le milieu qu'on avait cru à tort le plus dépravé. Puis j'avais refait chemin en sens contraire. Puis j'avais refait le chemin en sens contraire, reprenant pour vrai mes suppositions du début. Mais peut-être Albertine avait-elle voulu me dire cela pour avoir l'air plus expérimentée qu'elle n'était et pour m'éblouir à Paris du prestige de sa perversité, comme la première fois à Balbec par celui de sa vertu. Et tout simplement, quand je lui avais parlé des femmes qui aimaient les femmes, pour ne pas avoir l'air de ne pas savoir ce que c'était, comme dans une conversation, on prend un air entendu si on parle de Fourier ou de Tobolsk, encore qu'on ne sache pas ce que c'est. Elle avait peut-être vécu près de l'amie de mademoiselle Vinteuil et d'André, séparée par une cloison étanche d'elle, qui croyait qu'elle n'en était pas. Ne s'était renseignée ensuite, comme une femme qui épouse un homme de lettres cherche à se cultiver, qu'afin de me complaire, en se rendant capable de répondre à mes questions, jusqu'au jour où elle avait compris qu'elles étaient inspirées par la jalousie et où elle avait fait machine arrière. À moins que ce fût Gilberte qui me mentit. L'idée même me vint que c'était pour avoir appris d'elle, au cours d'un flirt qui l'aurait conduit dans le sens qui l'intéressait, qu'elle ne détestait pas les femmes, que Robert l'avait épousée espérant des plaisirs qu'il n'avait pas dû trouver chez lui, puisqu'il les prenait ailleurs. Aucune de ces hypothèses n'était absurde, car chez des femmes comme la fille d'Odette, ou les jeunes filles de la petite bande, il y a une telle diversité, un tel cumul de goûts alternants, si même ils ne sont pas simultanés, qu'elle passe aisément d'une liaison avec une femme à un grand amour pour un homme, si bien que définir le goût réel et dominant reste difficile. Je ne voulus pas emprunter à Gilberte sa fille aux yeux d'or, puisqu'elle la lisait. Mais elle me prêta pour lire, avant de m'endormir, ce dernier soir que je passais chez elle, un livre qui me produisit une impression assez vive et mêlée, qui d'ailleurs ne devait pas être durable. C'était un volume du journal inédit des Goncourt. Et quand, avant d'éteindre ma bougie, je lus le passage que je transcris plus bas, mon absence des dispositions pour les lettres, pressentie jadis du côté de Guermantes, confirmée durant ce séjour dont c'était le dernier soir, ce soir des veilles de départ où l'engourdissement des habitudes qui vont finir cessant, on essaie de se juger, me parut quelque chose de moins regrettable, comme si la littérature ne révélait pas de vérité profonde, et en même temps, il me semblait triste que la littérature ne fût pas ce que j'avais cru. D'autre part, moins regrettable me paraissait l'état maladif qui allait me confiner dans une maison de santé, si les belles choses dont parlent les livres n'étaient pas plus belles que ceux que j'avais vus. Mais par une contradiction bizarre, maintenant que ce livre en parlait, j'avais envie de les voir. Voici les 2 pages que je lus, jusqu'à ce que la fatigue me fermât les yeux. Avant-hier, tombe ici, pour m'emmener dîner chez lui Verdurin, l'ancien critique de la revue, l'auteur de ce livre sur Whistler, où vraiment le coloriage artiste de l'original américain, est souvent rendu avec une grande délicatesse par l'amoureux de tous les raffinements, de toutes les joliesses de la chose peinte qu'est Verdurin. Et tant que je m'habille pour le suivre, c'est de sa part tout un récit où il y a par moments comme l'épellement apeuré d'une confession sur le renoncement à écrire aussitôt après son mariage avec la Madeleine de Fromentin. Renoncement qui serait dû à l'habitude de la morphine et aurait eu cet effet, au dire de Verdurin, que la plupart des habitués du salon de sa femme ne sauraient même pas que le mari a jamais écrit et lui parleraient de Charles Blanc, de Saint-Victor, de Sainte-Beuve, de Burti, comme d'individus auxquels il se croit, lui, tout à fait inférieur. Voyons, vous, Goncourt, vous savez bien, et Gautier le savait aussi, que mes salons étaient autre chose que ces piteux maîtres d'autrefois, crus un chef-d'œuvre dans la famille de ma femme. Puis, par un crépuscule, où il y a près des tours du Trocadéro, comme le dernier allumement d'une lueur, qui en fait des tours absolument pareilles aux tours enduites de gelée, de groseille des anciens pâtissiers, la causerie continue dans la voiture qui doit nous conduire quai Conti, où est leur hôtel, que son possesseur prétend être l'ancien hôtel des ambassadeurs de Venise, et où il y aurait un fumoir, dont Verdurin me parle comme d'une salle transportée telle qu'elle, à la façon des Mille et une nuits, d'un célèbre palazzo dont j'oublie le nom.
palazzo à la margelle du puits, présentant un couronnement de la Vierge que Verdurin soutient être absolument du plus beau Sansovino et qui servirait, pour leurs invités, à jeter la cendre de leurs cigares. Et ma foi, quand nous arrivons dans le glauque et le diffus d'un clair de lune vraiment semblable à ceux dont la peinture classique abrite Venise, et sur lequel la coupole silhouettée de l'Institut fait penser à la salute dans les tableaux de Guardi, j'ai un peu l'illusion d'être au bord du Grand Canal. Et l'illusion entretenue par la construction de l'hôtel ou du premier étage, on ne voit pas le quai, et par le dire évocateur du maître de maison affirmant que le nom de la rue du Bac, du diable si j'y avais jamais pensé, viendrait du bac sur lequel les religieuses d'autrefois, les Miramionnes, se rendaient aux offices de Notre-Dame. Tout un quartier où on a flâné mon enfance, quand ma tante de Courmont l'habitait, et que je me prends à rêmer, en retrouvant presque contiguë à l'hôtel des Verdurins, l'enseigne du Petit Dunkerque, une des rares boutiques survivant ailleurs que Vigneté, dans le crayonnage et les frottis de Gabriel de Saint-Aubin, où le XVIIIe siècle curieux venait asseoir ses moments d'oisiveté pour le marchandage des jolités françaises et étrangères, et tout ce que les arts produisent de plus nouveau, comme dit une fracture de ce Petit Dunkerque, facture dont nous sommes seuls, je crois, Verdurin et moi, à posséder une épreuve et qui est bien un des volants chefs-d'œuvre de papier ornementé sur lequel le règne de Louis XV faisait ses comptes, avec son en-tête représentant une mer toute vagueuse, chargée de vaisseaux, une mer aux vagues ayant l'air d'une illustration dans l'édition des fermiers généraux de l'Huître et les plaideurs. La maîtresse de la maison, qui va me placer à côté d'elle, me dit aimablement avoir fleuri sa table rien qu'avec des chrysanthèmes japonais, mais des chrysanthèmes disposés en des vases qui seraient des rarissimes chefs-d'œuvre. L'un, entre autres, fait d'un bronze sur lequel des pétales en cuivre rougeâtre sembleraient être la vivante effeuillaison de la fleur. Il y a là Cottard le docteur, sa femme, le sculpteur polonais Wiradobecki, Swann le collectionneur, une grande dame russe, une princesse au nom en off, qui m'échappe, et Cottard me souffle à l'oreille que c'est elle qui aurait tiré à bout portant sur l'archiduc Rodolphe, et d'après qui j'aurais, en Galicie et dans tout le nord de la Pologne, une situation absolument exceptionnelle. Une jeune fille ne consentant jamais à promettre sa main sans savoir si son fiancé est un admirateur de la Faustin. Vous ne pouvez pas comprendre cela, vous autres occidentaux, jette en manière de conclusion la princesse, qui me fait ma foi l'effet d'une intelligence tout à fait supérieure. Cette pénétration par un écrivain de l'intimité de la femme. Un homme au menton et aux lèvres rasées, au favori de maître d'hôtel, débitant sur un ton de condescendance des plaisanteries de professeur de seconde qui fraye avec les premiers de sa classe pour la Saint-Charlemagne, et c'est Brichot l'universitaire. À mon nom prononcé par Verdurin, il n'a pas une parole qui connaisse nos livres, et c'est en moi un découragement colère, éveillé par cette conspiration qu'organise contre nous la Sorbonne, apportant jusque dans l'aimable logis où je suis fêté la contradiction, l'hostile d'un silence voulu. Nous passons à table et c'est alors un extraordinaire défilé d'assiettes qui sont tout bonnement des chefs-d'œuvre, de l'art du porcelainier, celui dont pendant un repas délicat, l'attention chatouillée d'un amateur écoute le plus complaisamment le bavardage artiste des assiettes des Yungqing, à la couleur capucine de leur rebord, au bleuâtre, à l'effeuillé turgide de leurs iris d'eau, à la traversée vraiment décoratoire par l'aurore d'un vol de martins pêcheurs et de grues, aurore ayant tout à fait ces tons matutinaux qu'entre-regarde quotidiennement boulevard Montmorency, mon réveil, des assiettes de Saxe, plus mièvres dans le gracieux de leur fer à l'endormement, à l'anémie de leur rose tournée au violet, au déchiquetage lit-de-vin d'une tulipe, au rococo d'un œillet ou d'un myosotis, des assiettes de Sèvres, engrillagées par le fin guillochis de leur cannelure blanche, verticillées d'or, ou que nous, sur la plaque crémeux de la pâte, le galant relief d'un ruban d'or. Enfin, toute une argenterie où courent ces myrtes de Lucienne, qu'on reconnaîtrait la du Barry. Et ce qui est peut-être aussi rare, c'est que la qualité vraiment tout à fait remarquable des choses qui sont servies là-dedans, un manger finement mijoté, tout un fricoté comme les Parisiens, il faut le dire bien haut, n'en ont jamais dans les plus grands dîners et qui me rappellent certains cordons bleus de Jean Heur. Même le foie gras n'a aucun rapport avec la fade mousse qu'on sert habituellement sous ce nom,
et je ne sais pas beaucoup d'endroits où la simple salade de pommes de terre est faite ainsi de pommes de terre, ayant la fermeté de boutons d'ivoire japonais, le patiné de ces petites cuillères d'ivoire avec lesquelles les Chinoises versent l'eau sur le poisson qu'elles viennent de pêcher. Dans le verre de Venise que j'ai devant moi, une riche bijouterie de rouge est mise par une extraordinaire Léoville, achetée à la vente de Monsieur de Montalivet. Et c'est un amusement pour l'imagination de l'œil, et aussi, je ne crains pas de le dire, pour l'imagination de ce qu'on appelait autrefois la gueule, de voir apporter une barbue, qui n'a rien des barbues pas fraîches qu'on sert sur les tables les plus luxueuses, et qui ont pris dans les retards du voyage le modelage sur leur dos de leurs arêtes, une barbue qu'on sert, non avec la colle à pâte que prépare sous le nom de sauce blanche tant de chefs de grande maison, mais avec de la véritable sauce blanche, faite avec du beurre à 5 francs la livre, de voir apporter cette barbue dans un merveilleux plat Ching-hon, traversé par les pourpres raysages d'un coucher de soleil sur une mer où passe la navigation drôlatique d'une bande de langoustes, au pointillé grumeleux si extraordinairement rendu qu'elle semble avoir été moulée sur des carapaces vivantes, plat dont le marli est fait de la pêche à la ligne par un petit chinois d'un poisson qui est un enchantement de nacreuse couleur par l'argentement azuré de son ventre. Comme je dis à Verdurin le plus délicat plaisir que ce doit être pour lui que cette raffinée mangeaille dans cette collection comme aucun prince n'en possède pas à l'heure actuelle derrière ses vitrines. On voit bien que vous ne le connaissez pas, me jette mélancolieusement la maîtresse de maison. Elle me parle de son mari comme d'un original maniaque, indifférent à toutes ses jolités. Un maniaque, répète-t-elle, oui, absolument cela. D'un maniaque qui aurait plutôt l'appétit d'une bouteille de cidre, bu dans la fraîcheur un peu encanaillée d'une ferme normande. Et la charmante femme, à la parole vraiment amoureuse des décorations d'une contrée, nous parle avec un enthousiasme débordant de cette Normandie qu'ils ont habitée. Une Normandie qui serait un immense parc anglais, à la fragrance de ses hautes futaies à la Laurence, au velours cryptoméria, dans leur bordure porcelainée d'hortensia rose, de ces pelouses naturelles au chiffonnage de rose soufre, dont la retombée sur une porte de paysan ou l'incrustation de 2 poiriers enlacés simule une enseigne tout à fait ornementale, fait penser à la libre retombée d'une branche fleurie, dans le bronze d'une applique de gouttière, une Normandie qui serait absolument insoupçonnée des Parisiens en vacances et que protège la barrière de chacun de ces clos, barrière que les Verdurins me confessent ne s'être pas fait faute de lever toutes. À la fin du jour, dans un éteignement sommeilleux de toutes les couleurs où la lumière ne serait plus donnée que par une mer presque caillée, ayant le bleuâtre du petit lait, « Mais non, rien de la mer que vous connaissez, proteste frénétiquement ma voisine en réponse à mon dire que Flaubert nous avait menés, mon frère et moi, à Trouville. Rien, absolument rien, il faudra venir avec moi, sans cela vous ne saurez jamais. » Il rentrait, à travers les verraies forêts en fleurs de tulle rose que faisaient les rhododendrons, tout à fait grisés par l'odeur des sardineries, qui donnaient au mari d'abominables crises d'asthme. « Oui, insiste-t-elle, c'est cela, de vraies crises d'asthme. » Là-dessus, l'été suivant, ils revenaient, logeant toute une colonie d'artistes dans une admirable habitation moyenâgeuse que leur faisait un ancien cloître loué par eux, pour rien. Et ma foi, en entendant cette femme qui, en passant par tant de milieux vraiment distingués, a gardé pourtant dans sa parole un peu de la verdeur de la parole d'une femme du peuple, une parole qui vous montre les choses avec la couleur de votre imagination, y voit, l'eau me vient à la bouche de la vie qu'elle me confesse, avoir mené là-bas, chacun travaillant dans sa cellule et où dans le salon si vaste qu'il possédait 2 cheminées, tout le monde venait, avant déjeuner, pour des causeries tout à fait supérieures, mêlées de petits jeux, me faisant penser à celle qu'évoque ce chef-d'œuvre de Diderot, la lettre à Mademoiselle Voland. Puis, après le déjeuner, tout le monde sortait, même les jours de grain, dans le coup de soleil, le rayonnement d'une ondée lignant de son filtrage lumineux les nodosités d'un magnifique départ de hêtres centenaires qui mettait devant la grille le beau végétal affectionné par le XVIIIe siècle et d'arbustes ayant pour boutons fleurissants dans la suspension de leurs rameaux des gouttes de pluie. On s'arrêtait pour écouter le délicat barbotis en amoureux de fraîcheur d'un bouvreuil se baignant dans la mignonne baignoire minuscule de Nymphambourg, qu'est la corolle d'une rose blanche. Et comme je parle à Madame Verdurin des paysages et des fleurs de là-bas délicatement pastelisé par Elstir. Mais c'est moi qui lui ai fait connaître tout cela, jette-t-elle avec un redressement colère de la tête. Tout, vous entendez bien, tous les coins curieux, tous les motifs, je les lui ai jetés à la face quand il nous a quittés, n'est-ce pas Auguste? Tous les motifs qu'il a peints.
Les objets, il les a toujours connus, cela il faut être juste, il faut le reconnaître. Mais les fleurs, il n'en avait jamais vu. Il ne savait pas distinguer un altéa d'une passe rose. C'est moi qui lui ai appris à reconnaître, vous n'allez pas me croire, à reconnaître le jasmin. Et il faut avouer qu'il y a quelque chose de curieux à penser que le peintre des fleurs, que les amateurs d'art nous citent aujourd'hui comme le premier, comme supérieur même à Fantin-Latour, n'aurait peut-être jamais, sans la femme qui est là, su peindre un jasmin. Oui, ma parole, le jasmin. Toutes les roses qu'il a faites, c'est chez moi, ou bien c'est moi qui les lui apportais. On ne l'appelait chez nous que Monsieur Tiche. Demandez à Cottard, à Brichot, à tous les autres, si on le traitait ici en grand homme. Lui-même en aurait ri. Je lui apprenais à disposer les fleurs. Au commencement, il ne pouvait pas en venir à bout. Il n'a jamais su faire un bouquet. Il n'avait pas de goût naturel pour choisir. Il fallait que je lui dise « Non, ne peignez pas cela. Cela n'en vaut pas la peine. Peignez ceci. » Ah, s'il nous avait écoutés aussi pour l'arrangement de sa vie comme pour l'arrangement de ses fleurs, et s'il n'avait pas fait ce sale mariage. Et brusquement, les yeux enfiévrés par l'absorption d'une rêverie tournée vers le passé, avec le nerveux taquinage dans l'allongement maniaque de ses phalanges, du floche des manches, de son corsage, c'est dans le contournement de sa pose endolorie, comme un admirable tableau qui n'a, je crois, jamais été peint, et où se lirait toute la révolte contenue, toutes les susceptibilités rageuses d'une amie outragée dans les délicatesses, dans la pudeur de la femme. Là-dessus, elle nous parle de l'admirable portrait qu'Elstir a fait pour elle, le portrait de la famille Cottard, portrait donné par elle au Luxembourg au moment de sa brouille avec le peintre, confessant que c'est elle qui a donné au peintre l'idée d'avoir fait l'homme en habit pour obtenir tout ce beau bouillonnement de linge, et qui a choisi la robe de velours de la femme, robe faisant un appui, au milieu de tout le papillotage, des nuances claires de tapis, de fleurs, des fruits, des robes de gaze des fillettes, pareilles à des tutus de danseuses. Ce serait elle aussi qui aurait donné de ce coiffage, idée dont on a fait ensuite honneur à l'artiste, idée qui consistait en somme à peindre la femme non pas en représentation, mais surprise dans l'intime de sa vie de tous les jours. Je lui disais, mais dans la femme qui se coiffe, qui s'essuie la figure, qui se chauffe les pieds, quand elle ne croit pas être vue, il y a un tas de mouvements intéressants, de mouvements d'une grâce tout à fait léonardesque. Mais sur un signe de Verdurin, indiquant le réveil de ses indignations comme malsain pour la grande nerveuse que serait au fond sa femme, Swann me fait admirer le collier de perles noires porté par la maîtresse de la maison et acheté par elle, toute blanche à la vente d'un descendant de Madame de Lafayette, à qui elles auraient été données par Henriette d'Angleterre, perles devenues noires à la suite d'un incendie qui détruisit une partie de la maison que les Verdurins habitaient dans une rue dont je ne me rappelle plus le nom. Incendie après lequel fut retrouvé le coffret où étaient ces perles, mais devenues entièrement noires. Et je connais leur portrait de ces perles, aux épaules même de Madame Lafayette. Oui, parfaitement leur portrait, insiste Swann devant les exclamations des convives au brin ébahis. Leur portrait authentique dans la collection du duc de Guermantes. Une collection qui n'a pas son égal au monde, proclame Swann, et que je devrais aller voir, une collection héritée par le célèbre duc, qui était son neveu préféré, de Madame de Beausergent, sa tante, de Madame de Beausergent depuis Madame d'Hatzfeld, la sœur de la marquise de Villeparisis, et de la princesse d'Hanovre, où mon frère et moi, nous l'avons tant aimé autrefois sous les traits du charmant bambin appelé Bazin, qui est bien en effet le prénom du duc. Là-dessus, le docteur Cottard, avec une finesse qui décèle chez lui l'homme tout à fait distingué, ressaute à l'histoire des perles et nous apprend que des catastrophes de ce genre produisent dans le cerveau des gens des altérations tout à fait pareilles à celles qu'on remarque dans la matière inanimée. Et cite d'une façon vraiment plus philosophique que ne feraient bien des médecins, le propre valet de chambre de Madame Verdurin, qui, dans l'épouvante de cet incendie où il avait failli périr, était devenu un autre homme, ayant une écriture tellement changée qu'à la première lettre que ses maîtres alors en Normandie reçurent de lui leur annonçant l'événement, ils crurent à la mystification d'un farceur. Et pas seulement une autre écriture, selon Cottard, qui prétend que de sobre cet homme était devenu si abominablement pochard que Madame Verdurin avait été obligée de le renvoyer. Et la suggestive dissertation passe sur un signe gracieux de la maîtresse de maison, de la salle à manger, au fumoir vénitien, dans lequel Cottard nous dit avoir assisté à de véritables dédoublements de la personnalité, nous citant ce cas d'un de ces malades qu'il offre aimablement à m'amener chez moi, et à qui il suffirait qu'il touche les tempes pour l'éveiller à une seconde vie, vie pendant laquelle il ne se rappellerait rien de la première, si bien que, très honnête homme dans celle-là,
Il aurait été plusieurs fois arrêté pour des vols commis dans l'autre où il serait tout simplement un abominable gredin. Sur quoi Madame Verdurin remarque finement que la médecine pouvait fournir des sujets plus vrais à un théâtre où la cocasserie de l'imbroglio reposerait sur des méprises pathologiques, ce qui, de fil en aiguille, amène Madame Cottard à narrer qu'une donnée toute semblable a été mise en œuvre par un conteur qui est le favori des soirées de ses enfants, l'Écossais Stevenson, un nom qui met dans la bouche de Swann cette affirmation péremptoire. « Mais c'est tout à fait un grand écrivain, Stevenson. Je vous assure, monsieur de Goncourt. Un très grand, l'égal des plus grands. » Et comme sur mon émerveillement des plafonds à caissons écussonnés provenant de l'ancien Palazzo Barberini, de la salle où nous fumons, je laisse percer mon regret du noircissement progressif d'une certaine vasque par la cendre de nos Londres. Swann, ayant raconté que des taches pareilles attestent sur les livres ayant appartenu à Napoléon Ier, livres possédés malgré ses opinions anti-bonapartistes par le duc de Guermantes, que l'empereur chiquait. Cottard, qui se révèle un curieux vraiment pénétrant en toutes choses, déclare que ces taches ne viennent pas du tout de cela. Mais là, pas du tout, insiste-t-il avec autorité, mais de l'habitude qu'il avait d'avoir toujours dans la main, même sur les champs de bataille, des pastilles de réglisse pour calmer ses douleurs de foie, car il avait une maladie de foie, et c'est de cela qu'il est mort, conclut le docteur. Bon, je fais une petite pause, parce que... j'ai soif en plus. Donc, coucou à tous ceux qui nous ont rejoints. Alors, à quel moment voit-on que Morel est pédophile? Je n'ai pas le souvenir. Alors, comme j'ai pas lu le reste de la recherche, je ne sais pas. Il me semble qu'il y a eu une allusion à ça au début du passage qu'on vient de lire. Alors, il faudrait que je retrouve. Si quelqu'un se souvient de ce qu'on avait lu là-dessus. Entre la relation... c'était sur la relation entre Théodore et Morel, je crois. Donc, il me semble qu'il y avait quelque chose là-dessus. Ah, voilà. Donc, il explique que Françoise pardonne un peu les travers de Morel. Je relis le petit passage là. Et comme en pareil cas, les protecteurs sont ceux qui aiment, qui souffrent, qui pardonnent, Françoise, entre eux et les mineurs qu'il détournait, n'hésitait pas à leur donner le beau rôle, à leur trouver bien du cœur. Elle blâmait sans hésiter Théodore, qui avait joué bien des tours à Le Grandin, et semblait pourtant ne pouvoir guère avoir de doute sur la nature de leur relation, car elle ajoutait « Alors le petit a compris qu'il fallait y mettre un peu du sien, et y a dit « Prenez-moi avec vous, je vous aimerai bien, je vous cajolerai bien, et ma foi, ce monsieur a tant de cœur que bien... » sûr que Théodore est sûr de trouver près de lui, peut-être bien plus qu'il ne mérite, car c'est une tête brûlée. Monsieur est si bon que j'ai souvent dit à Jeannette, etc. etc. Donc voilà. Alors ça, c'est page 7 dans l'édition Folio. Bon, je sais pas si vous avez des questions, des interventions. J'ai eu un peu de mal à lire le passage, la longue citation du livre que lit Marcel. Alors c'est le journal des Goncourt. Enfin, Marcel, le narrateur. Parce qu'il y avait pas mal de vocabulaire rare, surtout les noms de couleurs, de fleurs et tout ça. Du coup, j'ai pas mal buté, même tout le passage sur les poissons et tout. C'était assez difficile à lire. Et puis en plus, le style a complètement changé puisqu'on lisait les Goncourt et plus Proust. Du coup, c'était un peu perturbant de passer de l'un à l'autre. En tout cas, je sais pas si ça vous plaît. Moi, ça me plaît bien pour l'instant. On voit quand même que... Ouais, je sais pas comment dire, mais le discours sur les sexualités non hétéros est bien différent de maintenant et que... Enfin, il y a beaucoup de périphrases. Voilà, on a des personnages qui sont dans le placard... Mais je pense que ça peut être intéressant vraiment d'étudier cette question-là à travers la recherche. Après, comme j'ai pas lu le reste et que je m'y connais pas trop, je vais pas développer là-dessus. Je lirai des articles au cours de l'année sur cette question. Puis si je lis le reste de la recherche, j'en saurai un peu plus. Mais je trouve ça super intéressant de voir comment on écrit de la littérature queer au tout début du XXe siècle, quoi.
Donc voilà, c'est ça qui m'a un peu sauté aux yeux. Et aussi la première page, il y a un petit peu des... C'est vraiment amusant parce que je vous disais dans l'introduction du live que il avait écrit Proust du côté de chez Swann et Le Temps retrouvé en même temps. Et en fait, c'est amusant parce qu'il y a un peu des parallèles entre la première page du Temps retrouvé et la première page du côté de chez Swann. Du coup, il dit... Du côté de chez Swann, il dit « Longtemps, je me suis couché de bonne heure » et il explique qu'il passait les soirées dans sa chambre à lire, etc. Ensuite, on a, dans Le Temps retrouvé, la première phrase, c'est « Toute la journée », donc on est aussi sur une notion de temps, et puis un peu plus loin, « Toute la journée, je la passais dans ma chambre ». Donc voilà, il y a un souvenir de cette époque de l'enfance à Combray, etc., qui est assez intéressant. Voilà. Alors, on en est un peu plus de la moitié. On verra si ma voix tient le coup, sinon je referai une petite pause. Quand ça... Bon, je verrai, je referai peut-être une petite pause page 29, mais à voir. Allez, c'est reparti. On en est donc à la page 23. Et c'est de nouveau le narrateur qui s'exprime, on a fini la citation des Goncourt. Je m'arrêtais là, car je partais le lendemain. Et d'ailleurs, c'était l'heure où me réclamait l'autre maître au service de qui nous sommes chaque jour, pour une moitié de notre temps. La tâche à laquelle il nous astreint, nous l'accomplissons les yeux fermés. Tous les matins, il nous rend à notre autre maître, sachant que sans cela, nous nous livrerions mal à la sienne. Curieux, quand notre esprit a rouvert ses yeux, de savoir ce que nous avons bien pu faire chez le maître qui étant ses esclaves, avant de les mettre à une besogne précipitée, les plus malins, à peine la tâche finie, tâchent de subrepticement regarder. Mais le sommeil lutte, avec eux, de vitesse, pour faire disparaître les traces de ce qu'ils voudraient voir. Et depuis tant de siècles, nous ne savons pas grand-chose là-dessus. Je fermais donc le journal des Goncourt, prestige de la littérature. J'aurais voulu revoir les Cottard, leur demander tant de détails sur Elstir, aller voir la boutique du Petit Dunkerque, si elle existait encore, demander la permission de visiter cet hôtel des Verdurins où j'avais dîné, mais j'éprouvais un vague trouble. Certes, je ne m'étais jamais dissimulé, que je ne savais pas écouter, ni, dès que je n'étais plus seule, regarder. Une vieille femme ne montrait à mes yeux aucune espèce de collier de perles, et ce qu'on en disait n'entrait pas dans mes oreilles. Tout de même, ces êtres-là, je les avais connus dans la vie quotidienne. J'avais souvent dîné avec eux. C'était les Verdurins, c'était le duc de Guermantes, c'était les Cottard. Chacun d'eux m'avait paru aussi commun qu'à ma grand-mère, ce Bazin dont elle ne se doutait guère qu'il était le neveu chéri. Le jeune héros délicieux de Madame de Beausergent. Chacun d'eux m'avait semblé insipide. Je me rappelais les vulgarités sans nombre dont chacun était composé. Et que tout cela fasse un astre dans la nuit. Je résolus de laisser provisoirement de côté les objections qu'avaient pu faire naître en moi contre la littérature les pages de Goncourt lues la veille de mon départ de Tansonville. Mais en mettant de côté l'indice individuel de naïveté qui est frappant chez ce mémorialiste, je pouvais d'ailleurs me rassurer à divers points de vue. D'abord, en ce qui me concernait personnellement, mon incapacité de regarder et d'écouter, que le journal cité avait si péniblement illustré en moi, n'était pourtant pas totale. Il y avait en moi un personnage qui savait plus ou moins bien regarder. Mais c'était un personnage intermittent, ne reprenant vie que quand se manifestait quelque essence générale, commune à plusieurs choses, qui faisait sa nourriture et sa joie. Alors le personnage regardait et écoutait, mais à certaines profondeurs seulement, de sorte que l'observation n'en profitait pas. Comme un géomètre qui dépouillait les choses de leur qualité sensible ne voit que le substratum linéaire, ce que racontaient les gens m'échappait, car ce qui m'intéressait, c'était non pas ce qu'ils voulaient dire, mais la manière dont ils le disaient, en tant qu'elle était révélatrice de leur caractère ou de leur ridicule. Ou plutôt, c'était un objet qui avait toujours été particulièrement le but de ma recherche, parce qu'il me donnait un plaisir spécifique, le point qui était commun à un être et à un autre. Ce n'était que quand je l'apercevais que mon esprit, jusque-là sommeillant, même derrière l'activité apparente de ma conversation, dont l'animation masquait pour les autres un total engourdissement spirituel, se mettait tout à coup joyeusement en chasse. Mais ce qu'il poursuivait alors,
par exemple l'identité du salon dans divers lieux et divers temps, était située à mi-profondeur, au-delà de l'apparence elle-même, dans une zone un peu plus en retrait. Aussi, le charme apparent, copiable des êtres, m'échappait parce que je n'avais pas la faculté de m'arrêter à lui comme un chirurgien qui, sous le poli d'un ventre de femme, verrait le mal interne qui le ronge. J'avais beau dîner en ville, je ne voyais pas les convives parce que, quand je croyais les regarder, je les radiographiais. Il en résultait qu'en réunissant toutes les remarques que j'avais pu faire dans un dîner sur les convives, le dessin des lignes tracées par moi figurait un ensemble de lois psychologiques où l'intérêt propre qu'avait eu dans ses discours le convive ne tenait presque aucune place. Mais cela enlevait-il tout mérite à mes portraits, puisque je ne les donnais pas pour tels. Si l'un, dans le domaine de la peinture, met en évidence certaines vérités relatives au volume, à la lumière, au mouvement, cela fait-il qu'il soit nécessairement inférieur à tel portrait, ne lui ressemblant aucunement de la même personne, dans lequel 1000 détails qui sont omis dans le premier seront minutieusement relatés. Deuxième portrait, d'où l'on pourra conclure que le modèle était ravissant, tandis qu'on l'eût cru laid dans le premier, ce qui peut avoir une importance documentaire et même historique, mais n'est pas nécessairement une vérité d'art. Puis ma frivolité, dès que je n'étais pas seule, me faisait désireux de plaire, plus désireux d'amuser en bavardant que de m'instruire en écoutant, à moins que je ne fusse allée dans le monde pour interroger sur quelques points d'art ou quelques soupçons jaloux qui m'avaient occupé l'esprit avant. Mais j'étais incapable de voir ce dont le désir n'avait pas éveillé en moi Mais j'étais incapable de voir ce dont le désir n'avait pas été éveillé en moi par quelque lecture, ce dont je n'avais pas d'avance dessiné moi-même le croquis que je désirais ensuite confronter avec la réalité. Que de fois, je le savais bien, même si cette page de Goncourt ne me l'eût appris, je suis restée incapable d'accorder mon attention à des choses ou à des gens qu'ensuite, une fois que leur image m'avait été présentée dans la solitude par un artiste, j'aurais fait des lieues, risqué la mort pour retrouver. Alors mon imagination était partie, avait commencé à peindre. Et ce devant quoi j'avais bâillé l'année d'avant, je me disais avec angoisse, le contemplant d'avance, le désirant, serait-il vraiment possible de le voir ? Que ne donnerais-je pas pour cela ? Quand on lit des articles sur des gens, même simplement des gens du monde qualifiés de derniers représentants d'une société dont il n'existe plus aucun témoin, sans doute on peut s'écrier. Dire que c'est d'un être si insignifiant qu'on parle avec tant d'abondance et d'éloges, c'est cela que j'aurais déploré de ne pas avoir connu, si je n'avais fait que lire les journaux et les revues, et si je n'avais pas vu l'homme. Mais j'étais plutôt tentée, en lisant de telles pages dans les journaux, de penser. Quel malheur que, alors que j'étais seulement préoccupée de retrouver Gilberte ou Albertine, quel malheur que je n'ai pas fait plus attention à ce monsieur. Je l'avais pris pour un raseur du monde, pour un simple figurant. C'était une figure. Cette disposition-là, les pages des Goncourt, que je lus, me la fit regretter. Car peut-être j'aurais pu conclure d'elle que la vie apprend à rabaisser le prix de la lecture, et nous montre que ce que l'écrivain nous vante ne valait pas grand-chose. Mais je pouvais tout aussi bien en conclure que la lecture, au contraire, nous apprend à révéler la valeur de la vie, valeur que nous n'avons pas su apprécier et dont nous nous rendons compte seulement par le livre combien elle était grande. À la rigueur, nous pouvons nous consoler de nous être plu dans la société d'un Vinteuil, d'un Bergotte. Le bourgeoisisme pudibond de l'un, les défauts insupportables de l'autre, même la prétentieuse vulgarité d'un Elstir à ses débuts, puisque le journal de Goncourt m'avait fait découvrir qu'il n'était autre que le monsieur Tiche qui avait tenu jadis de si exaspérants discours à Swann chez les Verdurins, ne prouvent rien contre eux puisque leur génie est manifesté par leurs œuvres. Pour eux, que ce soit les mémoires, ou nous qui est tort quand ils donnent du charme à leur société qui nous a déplu, est un problème de peu d'importance, puisque même si c'était l'écrivain de mémoire qui avait tort, cela ne prouverait rien contre la valeur de la vie qui produit de tels génies. Mais quel est l'homme de génie qui n'a pas adopté les irritantes façons de parler des artistes de sa bande, avant d'arriver, comme c'était venu pour Elstir et comme cela arrive rarement, à un bon goût supérieur. Les lettres de Balzac, par exemple, ne sont-elles pas semées de tours vulgaires que Swann eût souffert 1000 morts d'employer ? Et cependant, il est probable que Swann, si fin, si purgé de tout ridicule haïssable, eût été incapable d'écrire La cousine bête et le curé de Tours. Tout à l'autre extrémité de l'expérience, quand je voyais que les plus curieuses anecdotes qui font la matière inépuisable, divertissement des soirées solitaires pour le lecteur du journal de Goncourt, lui avaient été contées par ces convives que nous eussions à travers ces pages enviés de connaître et qui ne m'avaient pas laissé à moi trace d'un souvenir intéressant, cela n'était pas trop inexplicable encore.
Malgré la naïveté de Goncourt, qui concluait de l'intérêt de ces anecdotes à la distinction probable de l'homme qui les contait, il pouvait très bien se faire que des hommes médiocres eussent vu dans leur vie ou entendu raconter des choses curieuses et les contassent à leur tour. Goncourt savait écouter comme il savait voir. Je ne le savais pas. D'ailleurs, tous ces faits auraient eu besoin d'être jugés un à un. Monsieur de Guermantes ne m'avait certes pas donné l'impression de cet adorable modèle de grâce juvénile que ma grand-mère eût tant voulu connaître, et me proposait comme modèle inimitable d'après les mémoires de Madame de Beausergent. Mais il faut songer que Bazin avait alors 7 ans, que l'écrivain était sa tante, et que même les maris qui doivent divorcer quelques mois après vous font un grand éloge de leur femme. Une des plus jolies poésies de Sainte-Beuve est consacrée à l'apparition, devant une fontaine, d'une jeune enfant couronnée de tous les dons et de toutes les grâces, la jeune mademoiselle de Champlâtreux, qui ne devait pas avoir alors 10 ans. Malgré toute la tendre vénération que le poète de génie, qu'est la comtesse de Noailles, portait à sa belle-mère, la duchesse de Noailles née Champlâtreux, il est possible, si elle avait eu à en faire le portrait, que celui-ci eût contrasté assez vivement avec celui que Sainte-Beuve en traçait 50 ans plus tôt. Ce qui eût peut-être été plus troublant, c'était l'entre-deux. C'étaient ces gens desquels ce qu'on dit implique chez eux plus que la mémoire qui a su retenir une anecdote curieuse, sans que pourtant on ait, comme pour les Vinteuil, les Bergotte, le recours de les juger sur leur œuvre, car ils n'en ont pas créé. Ils en ont seulement, à notre grand étonnement à nous, qui les trouvions si médiocres, inspirés. Passe encore que le salon qui dans les musées donnera la plus grande impression d'élégance depuis les grandes peintures de la Renaissance, soit celui de la petite bourgeoisie ridicule que j'eusse, si je ne l'avais pas connue, rêvé devant le tableau de pouvoir approcher dans la réalité, espérant apprendre d'elle les secrets les plus précieux de l'art du peintre, que sa toile ne me donnait pas, et de qui la pompeuse traîne de velours et de dentelle est un morceau de peinture comparable au plus beau de Titien. Si j'avais compris jadis que ce n'est pas le plus spirituel, le plus instruit, le mieux relationné des hommes, mais celui qui sait devenir miroir et peut refléter ainsi sa vie, fût-elle médiocre, qui devient un Bergotte, les contemporains le tinssent pour moins homme d'esprit que Swann et moins savant que Bréauté, on pouvait à plus forte raison en dire autant des modèles de l'artiste. Dans l'éveil de l'amour, de la beauté, chez l'artiste qui peut tout peindre, l'élégance où il pourra trouver de si beaux motifs, le modèle lui en sera fourni par des gens un peu plus riches que lui, chez qui il trouvera ce qu'il n'a pas d'habitude dans son atelier d'homme de génie méconnu, qui vend des toiles à 50 francs. Un salon, avec des meubles recouverts de vieille soie, beaucoup de lampes, de belles fleurs, de beaux fruits, de belles robes, gens modestes relativement, ou qui le paraîtraient à des gens vraiment brillants, qui ne connaissent même pas leur existence, mais qui, à cause de cela, sont plus à portée de connaître l'artiste obscur, de l'apprécier, de l'inventer, de lui acheter ses toiles, que les gens de l'aristocratie qui se font peindre comme le pape et les chefs d'État par les peintres académiciens. La poésie d'un élégant foyer et de belles toilettes de notre temps ne se trouvera-t-elle pas plutôt pour la postérité dans le salon de l'éditeur Charpentier par Renoir que dans le portrait de la princesse de Sagan ou de la comtesse de la Rochefoucauld par Cotte ou Chaplin? Les artistes qui nous ont donné les plus grandes visions d'élégance en ont recueilli les éléments chez des gens qui étaient rarement les grands élégants de leur époque, lesquels se font rarement peindre par l'inconnu porteur d'une beauté qu'ils ne peuvent pas distinguer sur ces toiles, dissimulée qu'elle est par l'interposition d'un poncif de grâce surannée qui flotte dans l'œil du public, comme ces visions subjectives que le malade croit effectivement poser devant lui. Mais que ces modèles médiocres que j'avais connus eussent en outre inspiré, conseillé certains arrangements qui m'avaient enchanté, que la présence de tels d'entre eux dans les tableaux fût plus que celle d'un modèle, mais d'un ami qu'on veut faire figurer dans ses toiles, c'était à se demander si tous les gens que nous regrettons de ne pas avoir connus parce que Balzac les peignait dans ses livres, ou les leur dédiait en hommage d'admiration, sur lesquels Sainte-Beuve ou Baudelaire firent leurs plus jolis vers, à plus forte raison, si tous les Récamier, toutes les Pompadour ne m'eussent pas paru d'insignifiantes personnes, soit par une infirmité de ma nature, ce qui me faisait alors enrager d'être malade et de ne pouvoir retourner voir tous les gens que j'avais méconnus, soit qu'elles ne dussent leur prestige qu'à une magie illusoire de la littérature, ce qui forçait à changer de dictionnaire pour lire, et me consolait de devoir d'un jour à l'autre, à cause des progrès que faisait mon état maladif, rompre avec la société, renoncer au voyage, au musée, pour aller me soigner dans une maison de santé. Peut-être pourtant ce côté mensonger
Ce faux jour n'existe-t-il dans les mémoires que quand ils sont trop récents, quand les réputations s'anéantissent si vite, aussi bien intellectuelles que mondaines? Car si l'érudition essaye ensuite de réagir contre cet ensevelissement, parvient-elle à détruire 1 sur 1000 de ces oublis qui vont s'entassant? Bon, je refais une petite pause. Alors là, on a eu un petit commentaire de la part de Proust du texte de Goncourt qui l'a fait réfléchir sur le rapport entre réel et littérature et sur la valeur ajoutée ou soustraite qu'a la littérature par rapport au monde réel. Et c'est vrai que, enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi c'était un peu ça là avec Sarah Bernard, dont j'ai lu le livre, les mémoires récemment. Après, j'avais vraiment envie de voyager dans le temps et de la rencontrer pour de vrai, quoi. Et enfin, voilà, là, Proust, il parle un peu de l'amour qu'on peut avoir pour des personnages de fiction qui sont inspirés de personnages réels. Et je trouve que c'est très pertinent. Enfin, c'est ça qui me surprend aussi avec Proust, c'est que il dit des trucs qu'on pourrait vraiment encore interpréter ou penser aujourd'hui et qui sont très présents dans le monde des lecteurs, en fait. Je pense qu'il aurait aussi eu pas mal à dire sur le monde des réseaux sociaux, parce que est-ce que c'est... Enfin, la personne qu'on est sur les réseaux sociaux, c'est pas une personne fictionnelle qu'on invente et qu'on raconte, et que, voilà, enfin, on dit il faut jamais rencontrer ses idoles, etc. Ben, c'est peut-être un peu de ça qu'il parle, c'est que les personnages inspirés de personnes réelles qu'on rencontre dans les livres, peut-être qu'à côté de ces personnages fictifs, les personnes réelles, elles paraîtraient un peu moins passionnantes ou voilà, parfaites. Donc en fait, c'est des réflexions qui s'appliqueraient aussi à des thématiques assez contemporaines. Et puis, je voulais revenir sur un dernier truc. Ah oui, à la fin, il évoque ses soucis de santé, le narrateur. Et Proust aussi, il me semble, avait des soucis de santé à la fin de sa vie. Et c'est intéressant de voir... j'avais écouté une interview de Barthes sur Proust, sur la recherche. Et en fait, Barthes, il disait, il me semble, alors je me trompe peut-être, si je retrouve l'interview, je vous mettrai ça dans la description. Barthes, il disait que pour lire Proust, il fallait avoir vécu déjà, et qu'en fait, il fallait avoir eu cette soif de vie mondaine, cette soif d'intégration à la société, etc. Et avoir eu cette expérience de jeunesse, d'être dans le monde avant de pouvoir être auteur, et même avant de pouvoir lire la recherche. Et en fait, c'est ça qui se passe un peu dans ce passage. On arrive à la fin de la recherche, et on a une espèce de miroir entre la vie de Proust auteur et la vie du narrateur, qui est en train d'écrire son roman à la fin de sa vie, parce que du coup on a une espèce de mise en abîme. Proust écrit la recherche, au sein de laquelle le narrateur écrit un livre. Donc Proust écrit la recherche et le narrateur écrit le livre après, au moment où en fait il peut plus être dans la vie mondaine, où il est enfermé dans une chambre d'hôpital, et où cette vie-là elle est plus possible, et du coup c'est la littérature qui vient prendre la place de cette vie réelle, entre guillemets. Et du coup là il pose la question de mais est-ce que cette vie dans la littérature est pas peut-être meilleure et plus passionnante que la vie réelle. Voilà, c'était mes petites réflexions au fil de la lecture. Vous en avez, vous avez des petites réactions, des choses à dire? Je vais boire un coup en attendant. Vous pouvez me le dire dans le chat, hein. J'espère aussi que le débit ça va, qu'il y a assez d'internet et que ça lague pas trop chez vous. Non, pas de réaction. Sinon je peux continuer à lire, hein. On est presque au bout là, il va rester 12 pages et demie. 12 pages en fait, parce que je suis à la moitié de la page. Là on est à la page 29. Ok, bon, je reprends une gorgée d'eau puis on repart. Alors.
Ces idées tendant, les unes à diminuer, les autres à accroître mon regret de ne pas avoir de don pour la littérature, ne se présentèrent jamais à ma pensée pendant les longues années où d'ailleurs j'avais tout à fait renoncé au projet d'écrire et que je passais à me soigner loin de Paris dans une maison de santé, jusqu'à ce que celle-ci ne pût plus trouver de personnel médical au commencement de 1916. Je rentrais alors dans un Paris bien différent de celui où j'étais déjà revenue une première fois, comme on le verra tout à l'heure, en août 14, pour subir une visite médicale, après quoi j'avais rejoint ma maison de santé. Un des premiers soirs de mon nouveau retour en 1916, ayant envie d'entendre parler de la seule chose qui m'intéressait alors, la guerre, je sortis après le dîner pour aller voir Madame Verdurin, car elle était avec Madame Bontemps, une des reines de ce Paris de la guerre qui faisait penser au directoire. Comme par l'ensemencement d'une petite quantité de levure, en apparence de génération spontanée, des jeunes femmes allaient tout le jour coiffées de hauts turbans cylindriques, comme aurait pu l'être une contemporaine de Madame Tallien, par civisme, ayant des tuniques égyptiennes droites, sombres, très guerres, sur des jupes très courtes. Elles chaussaient des lanières, rappelant le cothurne selon Talma, ou de hautes guêtres, rappelant celles de nos chers combattants. C'est, disait-elle, parce qu'elle n'oubliait pas qu'elle devait réjouir les yeux de ses combattants, qu'elle se parait encore non seulement de toilettes floues, mais encore de bijoux évoquant les armées par leurs thèmes décoratifs, si même leur matière ne venait pas des armées, n'avait pas été travaillée aux armées. Au lieu d'ornements égyptiens rappelant la campagne d'Égypte, c'étaient des bagues ou des bracelets faits avec des fragments d'obus ou des ceintures de 75, des allumes-cigares composés de vieux sous anglais auxquels un militaire était arrivé à donner dans sa cagna une patine si belle que le profil de la reine Victoria y avait l'air tracé par Pisanello. C'est encore parce qu'elles y pensaient sans cesse, disait-elle, qu'elle emportait, quand l'un des leurs tombait, à peine le deuil, sous le prétexte qu'il était mêlé de fierté, ce qui permettait un bonnet de crêpe anglais blanc, du plus gracieux effet et autorisant tous les espoirs, dans l'invincible certitude du triomphe définitif, de remplacer le cachemire d'autrefois par le satin et la mousseline de soie, et même de garder ses perles, tout en observant le tact et la correction qu'il est inutile de rappeler à des Françaises. Le Louvre, tous les musées étaient fermés. Et quand on lisait en tête d'un article de journal une exposition sensationnelle, on pouvait être sûr qu'il s'agissait d'une exposition non de tableaux, mais de robes destinées d'ailleurs à ces délicates joies d'art dont les Parisiennes étaient depuis trop longtemps sevrées. C'est ainsi que l'élégance et le plaisir avaient repris. L'élégance, à défaut des arts, cherchant à s'excuser comme ceci en 1793, année où les artistes exposant au salon révolutionnaire proclamaient qu'il paraîtrait à tort étrange à d'austères républicains que nous nous occupions des arts quand l'Europe coalisée assiège le territoire de la liberté. Alors ça c'est une citation, je vais vite aller regarder la note parce que ça m'intéresse. Note 2, page 30. C'est une citation des Goncourt, dans Histoire de la société française pendant le Directoire. Ok. Ainsi faisaient en 1916 les couturiers qui d'ailleurs, avec une orgueilleuse conscience d'artiste, avouaient que chercher du nouveau, s'écarter de la banalité, affirmer une personnalité, préparer la victoire, dégager pour les générations d'après la guerre une formule nouvelle du beau, telle était l'ambition qui les tourmentait, la chimère qu'ils poursuivaient, ainsi qu'on pouvait s'en rendre compte en venant visiter leur salon délicieusement installé là, rue de la, où effacés par une note lumineuse et gaie, les lourdes tristesses de l'heure semblent être le mot d'ordre, avec la discrétion toutefois qu'imposent les circonstances. Les tristesses de l'heure, il est vrai, pourraient avoir raison des énergies féminines si nous n'avions tant de hauts exemples de courage et d'endurance à méditer. Aussi, en pensant à nos combattants qui, au fond de leurs tranchées, rêvent de plus de confort et de coquetterie pour la chair absente laissée au foyer, ne cesserons-nous pas d'apporter toujours plus de recherche dans la création de robes répondant aux nécessités du moment, la vogue, cela se conçoit, et surtout aux maisons anglaises, donc alliées. Et on raffole cette année de la robe tonneau, dont le joli abandon nous donne à toutes un amusant petit cachet de rare distinction. Ce sera même une des plus heureuses conséquences de cette triste guerre, ajoutait le charmant chroniqueur que on entendait la reprise des provinces perdues, le réveil du sentiment national. Ce sera même une des plus heureuses conséquences de cette guerre que d'avoir obtenu de jolis résultats en fait de toilette, sans luxe inconsidéré et de mauvais aloi, avec très peu de choses, d'avoir créé la coquetterie avec des riens. À la robe du grand couturier éditée à plusieurs exemplaires, on préfère en ce moment les robes faites chez soi,
par ceux qu'affirmant l'esprit, le goût et les tendances individuelles de chacun. Quant à la charité, en pensant à toutes les misères nées de l'invasion, à tant de mutilés, il était bien naturel qu'elle fût obligée de se faire plus ingénieuse encore, ce qui obligeait à passer la fin de l'après-midi dans les thés, autour d'une table de bridge en commentant les nouvelles du front, tandis qu'à la porte les attendaient leurs automobiles ayant sur leur siège un beau militaire qui bavardait avec le chasseur, les dames à haut turban. Ce n'était pas du reste seulement les coiffures surmontant les visages de leurs étranges cylindres qui étaient nouvelles. Les visages l'étaient aussi. Ces dames, à nouveaux chapeaux, étaient de jeunes femmes, venues, on ne savait trop d'où, et qui étaient la fleur de l'élégance, les unes depuis 6 mois, les autres depuis 2 ans, les autres depuis 4. Ces différences avaient d'ailleurs pour elles autant d'importance qu'au temps où j'avais débuté dans le monde, en avait entre 2 familles comme les Guermantes et les La Rochefoucauld, 3 ou 4 siècles d'ancienneté prouvée. La dame qui connaissait les Guermantes depuis 1914 regardait comme une parvenue celle qu'on présentait chez eux en 1916, lui faisait un bonjour de douairière, la dévisageait de son face à main et avouait, dans une moue qu'on ne savait même pas au juste si cette dame était ou non mariée. Tout cela est assez nauséabond, concluait la dame de 1914, qui eût voulu que le cycle des nouvelles admissions s'arrêtât après elle. Ces personnes nouvelles, que les jeunes gens trouvaient fort anciennes et que d'ailleurs certains vieillards qui n'avaient pas été que dans le grand monde croyaient bien reconnaître pour ne pas être si nouvelles que cela, n'offraient pas seulement à la société les divertissements de conversation politique et de musique dans l'intimité qui lui convenaient. Il fallait encore que ce fussent elles qui les offrissent, car pour que les choses paraissent nouvelles, même si elles sont anciennes et même si elles sont nouvelles, il faut en art comme en médecine, comme en mondanité, des noms nouveaux. Ils étaient d'ailleurs nouveaux en certaines choses. Ainsi, Madame Verdurin était allée à Venise pendant la guerre, mais comme ces gens qui veulent éviter de parler chagrin et sentiment, quand elle disait que c'était épatant, ce qu'elle admirait ce n'était ni Venise, ni Saint-Marc, ni les palais. Tout ce qui m'avait tant plu et dont elle faisait bon marché, mais l'effet des projecteurs dans le ciel, projecteurs sur lesquels elle donnait des renseignements appuyés de chiffres. Ainsi, d'âge en âge, renaît un certain réalisme en réaction contre l'art admiré jusque-là. Selon Sainte-Verte, le salon Sainte-Verte était une étiquette défraîchie sous laquelle la présence des plus grands artistes, des ministres les plus influents, n'eût attiré personne. On courait au contraire pour écouter un mot prononcé par les secrétaires des uns, ou le sous-chef du cabinet des autres, chez les nouvelles dames à turban dont l'invasion ailée et jacassante emplissait Paris. Les dames du premier directoire avaient une reine qui était jeune et belle, et s'appelait Madame Tallien. Celle du second en avait 2, qui étaient vieilles et laides, et s'appelaient Madame Verdurin et Madame Bontemps. Qui eût pu tenir rigueur à Madame Bontemps que son mari eût joué un rôle âprement critiqué par l'écho de Paris dans l'affaire Dreyfus. Toute la chambre étant à un certain moment devenue révisionniste, c'était forcément parmi d'anciens révisionnistes, comme parmi d'anciens socialistes, qu'on avait été obligé de recruter le parti de l'ordre social, de la tolérance religieuse, de la préparation militaire. On aurait détesté autrefois M. Bontemps parce que les antipatriotes avaient alors le nom de Dreyfusard. Mais bientôt, ce nom avait été oublié et remplacé par celui d'adversaire de la loi de 3 ans. M. Bontemps était au contraire un des auteurs de cette loi. C'était donc un patriote. Dans le monde, et ce phénomène social n'est d'ailleurs qu'une application d'une loi psychologique bien plus générale, les nouveautés, coupables ou non, n'excitent l'horreur que tant qu'elles ne sont pas assimilées et entourées d'éléments rassurants. Il en était du dreyfusisme, comme du mariage de Saint-Loup avec la fille d'Odette. Mariage qui avait d'abord fait crier. Maintenant qu'on voyait chez les Saint-Loup tous les gens qu'on connaissait, Gilberte avait pu avoir les mœurs d'Odette elle-même, que malgré cela on y serait allé, et qu'on eût approuvé Gilberte de blâmer comme une douairière des nouveautés morales non assimilées. Le dreyfusisme était maintenant intégré dans une série de choses respectables et habituelles. Quant à se demander ce qu'il valait en soi, personne n'y songeait, pas plus pour l'admettre maintenant qu'autrefois pour le condamner. Il n'était plus shocking. C'était tout ce qu'il fallait. À peine se rappelait-on qu'il l'avait été, qu'on ne sait plus, au bout de quelque temps, si le père d'une jeune fille était un voleur ou non. Au besoin, on peut dire « Non, c'est du beau-frère ou d'un homonyme que vous parlez », mais contre celui-là, il n'a jamais rien eu à dire. De même, il y avait certainement eu dreyfusisme et dreyfusisme. Et celui qui allait chez la duchesse de Montmorency et faisait passer la loi de 3 ans ne pouvait être le mauvais. En tout cas, à tout péché, miséricorde. Cet oubli
qui étaient octroyés au dreyfusisme l'étaient a fortiori des dreyfusards. Il y en avait au plus du reste dans la politique. Il n'y en avait plus du reste dans la politique, puisque tous, à un moment, l'avaient été s'ils voulaient être du gouvernement, même ceux qui représentaient le contraire de ce que le dreyfusisme, dans sa choquante nouveauté, avait incarné, au temps où Saint-Loup était sur une mauvaise pente. L'antipatriotisme, l'irréligion, l'anarchie, etc. Aussi, le dreyfusisme de M. Bontemps, invisible et constitutif comme celui de tous les hommes politiques, ne se voyait pas plus que les os sous la peau. Personne ne se fut rappelé qu'il avait été dreyfusard, car les gens du monde sont distraits et oublieux, parce qu'aussi, il y avait de cela un temps fort long, et qu'ils affectaient de croire plus long, car c'était une des idées les plus à la mode de dire que l'avant-guerre était séparée de la guerre par quelque chose d'aussi profond, simulant autant de durée qu'une période géologique, et Brichot lui-même, ce nationaliste, quand il faisait allusion à l'affaire Dreyfus, disait « dans ces temps préhistoriques ». À vrai dire, ce changement profond opéré par la guerre était en raison inverse de la valeur des esprits touchés, du moins à partir d'un certain degré. Tout en bas, les purs sots, les purs gens de plaisir ne s'occupaient pas qu'il y eut la guerre. Mais tout en haut, ceux qui se sont fait une vie intérieure ambiante ont peu d'égard à l'importance des événements. Ce qui modifie profondément pour eux l'ordre des pensées, c'est bien plutôt quelque chose qui semble en soi n'avoir aucune importance et qui renverse pour eux l'ordre du temps en les faisant contemporains d'un autre temps de leur vie. On peut s'en rendre compte pratiquement à la beauté des pages qui l'inspirent. Un chant d'oiseau dans le parc de Montboissier ou une brise chargée de l'odeur de réséda sont évidemment des événements de moindre conséquence que les plus grandes dates de la Révolution et de l'Empire. Ils ont cependant inspiré à Chateaubriand dans les mémoires d'outre-tombe des pages d'une valeur infiniment plus grande. Les mots de Dreyfusard et d'anti-Dreyfusard n'avaient plus de sens, disaient les mêmes gens qui eussent été stupéfaits et révoltés si on leur avait dit que probablement dans quelques siècles, et peut-être moins, celui de Bosch n'aurait plus que la valeur de curiosité des mots sans culotte, ou chouan, ou bleu. Monsieur Bontemps ne voulait pas entendre parler de paix avant que l'Allemagne eût été réduite au même morcellement qu'au Moyen-Âge, la déchéance de la maison Hohenzollern prononcée et Guillaume II ayant reçu 12 balles dans la peau. En un mot, il était ce que Brichot appelait un jusqu'au-boutiste. C'était le meilleur brevet de civisme qu'on pouvait lui donner. Sans doute les 3 premiers jours, Madame Bontemps avait été un peu dépaysée au milieu des personnes qui avaient demandé à Madame Verdurin à la connaître. Et ce fut d'un ton légèrement aigre que Madame Verdurin répondit « Le comte, ma chère », à Madame Bontemps qui lui disait « C'est bien le duc d'Aussonville que vous venez de me présenter ?» Soit par entière ignorance et absence de toute association entre le nom Aussonville et un titre quelconque, soit au contraire par excessive instruction et association d'idées avec le parti des ducs, dont on lui avait dit que M. d'Aussonville était un des membres de l'Académie. À partir du 4e jour, elle avait commencé d'être solidement installée dans le faubourg Saint-Germain. Quelquefois, on voyait encore autour d'elle les fragments inconnus d'un monde qu'on ne connaissait pas et qui n'étonnaient pas plus que des débris de coquilles autour du poussin, ceux qui savaient l'œuf d'où Madame Bontemps était sortie. Mais dès le 15e jour, elle les avait secoués, et avant la fin du 1er mois, quand elle disait « Je vais chez les Lévy », tout le monde comprenait, sans qu'elle eût besoin de préciser, qu'il s'agissait des Lévy-Mirepoix, et pas une duchesse ne se serait couchée sans avoir appris de Madame Bontemps ou de Madame Verdurin, au moins par téléphone, ce qu'il y avait dans le communiqué du soir, ce qu'on avait omis, où on en était avec la Grèce, quelle offensive on préparait, en un mot, tout ce que le public ne saurait que le lendemain ou plus tard, et dont elle avait ainsi comme une sorte de répétition des couturières. Dans la conversation, Madame Verdurin, pour communiquer les nouvelles, disait « nous » en parlant de la France. Eh bien voici, nous exigeons du roi de Grèce qu'il retire du Péloponnèse, etc. Nous lui envoyons, etc. Et dans tous ces récits revenait tout le temps le GQG. J'ai téléphoné au GQG, abréviation qu'elle avait à prononcer le même plaisir qu'avaient naguère les femmes qui ne connaissaient pas le prince d'Agrigente, à demander en souriant quand on parlait de lui, et pour montrer qu'elles étaient au courant. Gris-gris, un plaisir qui, dans les époques peu troublées, n'est connu que par les mondains, mais que, dans ces grandes crises, le peuple même connaît. Notre maître d'hôtel, par exemple, si on parlait du roi de Grèce, était capable, grâce aux journaux, de dire comme Guillaume II, « Tino ».
tandis que jusque-là, sa familiarité avec les rois était restée plus vulgaire, ayant été inventée par lui, comme quand jadis, pour parler du roi d'Espagne, il disait Fonfonce. On put remarquer d'ailleurs qu'au fur et à mesure qu'augmenta le nombre des gens brillants qui firent des avances à Madame Verdurin, le nombre de ceux qu'elle appelait les ennuyeux diminua. Par une sorte de transformation magique, tout ennuyeux qui était venu lui faire une visite et avait sollicité une invitation devenait subitement quelqu'un d'agréable, d'intelligent. Bref, au bout d'un an, le nombre des ennuyeux était réduit dans une proportion tellement forte que la peur et l'impossibilité de s'ennuyer, qui avaient tenu une si grande place dans la conversation et joué un si grand rôle dans la vie de Madame Verdurin, avaient presque entièrement disparu. On eût dit que sur le tard, cette impossibilité de s'ennuyer, qu'autrefois d'ailleurs elle assurait de ne pas avoir éprouvé dans sa prime jeunesse, la faisait moins souffrir, comme certaines migraines, certains asthmes nerveux qui perdent leur force quand on vieillit. Et l'effroi de s'ennuyer eût sans doute entièrement abandonné Madame Verdurin, faute d'ennuyeux si elle n'avait, dans une faible mesure, remplacé ce qui ne l'était plus par d'autres, recrutés parmi les anciens fidèles. Du reste, pour en finir avec les duchesses qui fréquentaient maintenant chez Madame Verdurin, elle venait y chercher, sans qu'elle s'en doutasse, exactement la même chose que les Dreyfusards autrefois, c'est-à-dire un plaisir mondain, composé de telle manière que sa dégustation assouvit les curiosités politiques et rassasia le besoin de commenter entre soi les incidents lus dans les journaux. Madame Verdurin disait « Vous viendrez à 5 heures parler de la guerre », comme autrefois parler de l'affaire, et dans l'intervalle, vous viendrez entendre Morel. Or, Morel n'aurait pas dû être là, pour la raison qu'il n'était nullement réformé. Simplement, il n'avait pas rejoint et était déserteur, mais personne ne le savait. Il a l'air vraiment cool, ce Morel. Les choses étaient tellement les mêmes qu'on retrouvait tout naturellement les mots d'autrefois. Bien pensant, mal pensant. Et comme elles paraissaient différentes, comme les anciens communards avaient été anti-révisionnistes, les plus grands des Dreyfusards voulaient faire fusiller tout le monde et avaient l'appui des généraux. Comme ceux-ci, au temps de l'affaire, avaient été contre Gallifet. À ces réunions, Madame Verdurin invitait quelques dames un peu récentes, connues par les œuvres et qui, les premières fois, venaient avec des toilettes éclatantes, de grands colliers de perles Codette qui en avaient un aussi beau, de l'exhibition duquel elle-même avait abusé, regardait maintenant qu'elle était en tenue de guerre, à l'imitation des dames du faubourg, avec sévérité. Mais les femmes savent s'adapter. Au bout de 3 ou 4 fois, elle se rendait compte que les toilettes qu'elle avait crues chic étaient précisément proscrites par les personnes qui l'étaient. Elle mettait de côté leurs robes d'or et se résignait à la simplicité. Une des étoiles du salon était dans les choux. Une des étoiles du salon était dans les choux, qui malgré ses goûts sportifs s'était fait réformer. Parce que dans les choux, il y a une majuscule à dans, alors bon. Il y a une note, peut-être que la note nous éclairera. Alors, c'est la note 3, page 37. Dans les choux, il s'agit d'Octave qu'on a vu apparaître sous des traits peu sympathiques dans les jeunes filles, mais qui, depuis Albertine disparue, fait songer à Cocteau, avec qui il n'avait d'abord aucun rapport, comme Octave Cocteau était réformé. Ok, donc c'est un surnom en fait. Oh purée, j'aurais jamais deviné. Alors, c'est reparti. Merci Cécile d'être passée, bonne soirée. Je regarderai les commentaires après quand j'aurai fini de lire. Alors, une des étoiles du salon était dans les choux, donc Octave, qui, malgré ses coups sportifs, s'était réformé. Il était devenu tellement pour moi l'auteur d'une œuvre admirable, à laquelle je pensais constamment, que ce n'est que par hasard, quand j'établissais un courant transversal entre 2 séries de souvenirs, que je songeais qu'il était le même qui avait amené le départ d'Albertine de chez moi. Et encore ce courant transversal aboutissait, en ce qui concernait ces reliques, des souvenirs d'Albertine, à une voie, s'arrêtant en pleine friche à plusieurs années de distance, car je ne pensais plus jamais à elle. C'était une voie de souvenirs, une ligne que je n'empruntais plus jamais, tandis que les œuvres de Dans les choux étaient récentes, et cette ligne de souvenirs perpétuellement fréquentée et utilisée par mon esprit. Je dois dire que la connaissance du mari d'André n'était ni très facile ni très agréable à faire, et que l'amitié qu'on lui vouait était promise à bien des déceptions. Il était en effet à ce moment déjà fort malade, et s'épargnait les fatigues autres que celles qui lui paraissaient peut-être lui donner du plaisir. Or, il ne classait parmi celles-là que les rendez-vous avec des gens qu'il ne connaissait pas encore, et que son ardente imagination lui représentait sans doute comme ayant une chance d'être différente des autres.
Mais pour ceux qu'il connaissait déjà, il savait trop bien comment ils étaient, comment ils seraient. Il ne lui paraissait plus valoir la peine d'une fatigue dangereuse pour lui, peut-être mortelle. C'était en somme un très mauvais ami. Et peut-être dans son goût pour des gens nouveaux, se retrouvait-il quelque chose de l'audace frénétique qu'il portait jadis à Balbec, au sport, au jeu, à tous les excès de la table. Quant à Madame Verdurin, elle voulait chaque fois me faire la connaissance d'André, ne pouvant admettre que je la connaissais. D'ailleurs, André venait rarement avec son mari. Elle était pour moi une amie admirable et sincère, et fidèle à l'esthétique de son mari, qui était en réaction des ballets russes. Elle disait du marquis de Polignac, il a sa maison décorée par Baxt. Comment peut-on dormir là-dedans? J'aimerais mieux du buff. D'ailleurs, les Verdurin, par le progrès fatal de l'esthétisme qui finit par se manger la queue, disaient ne pas pouvoir supporter le modern style. De plus, c'était munichois, ni les appartements blancs, et n'aimaient plus les vieux meubles français dans un décor sombre. Je vis à cette époque beaucoup André. Nous ne savions que nous dire, et une fois je pensais à ce nom de Juliette qui était monté du fond du souvenir d'Albertine comme une fleur mystérieuse. Mystérieuse alors, mais qui aujourd'hui n'excitait plus rien. Au lieu que de tant de sujets indifférents, je parlais, de celui-là je me tue. Non qu'il le fût plus qu'un autre, mais il y a une sorte de sursaturation des choses auxquelles on a trop pensé. Peut-être la période où je voyais en cela tant de mystère était-elle vraie. Mais comme ces périodes ne dureront pas toujours, on ne doit pas sacrifier sa santé, sa fortune, à la découverte des mystères qui un jour n'intéresseront plus. On fut très étonné à cette époque où Madame Verdurin pouvait avoir chez elle ce qui elle voulait, de lui voir faire indirectement des avances à une personne qu'elle avait complètement perdue de vue, Odette. On trouvait qu'elle ne pourrait rien ajouter au brillant milieu qu'était devenu le petit groupe. Mais une séparation prolongée, en même temps qu'elle apaise les rancunes, réveille quelquefois l'amitié. Et puis le phénomène qui amène non pas seulement les mourants à ne prononcer que des noms familiers autrefois, mais les vieillards à se complaire dans leurs souvenirs d'enfance, ce phénomène a son équivalent social. Pour réussir dans l'entreprise de faire revenir Odette chez elle, Madame Verdurin n'employa pas bien... Madame Verdurin n'employa pas, bien entendu... Madame Verdurin n'employa pas, bien entendu, les ultras, mais les habitués moins fidèles qui avaient gardé un pied dans l'un et l'autre salon. Elle leur disait « Je ne sais pas pourquoi on ne la voit plus ici. Elle est peut-être brouillée, moi pas. En somme, qu'est-ce que je lui ai fait? C'est chez moi qu'elle a connu ses deux maris. Si elle veut revenir, qu'elle sache que les portes lui sont ouvertes. » Ces paroles qui auraient dû coûter à la fierté de la patronne si elle ne lui avait pas dicté par son... Je recommence cette phrase, je commence à fatiguer un peu. Ces paroles, qui auraient dû coûter à la fierté de la patronne si elles ne lui avaient pas été dictées par son imagination, furent redites mais sans succès. Madame Verdurin attendit Odette sans la voir venir, jusqu'à ce que ces événements, qu'on verra plus loin, amenassent pour de toute autre raison ce que n'avait pu l'ambassade pourtant zélée des lâcheurs. Tant il est peu et de réussite facile et d'échecs définitifs. Madame Verdurin disait « C'est désolant, je vais téléphoner à bon temps de faire le nécessaire pour demain. » On n'a encore caviardé toute la fin de l'article de Norpois, et simplement parce qu'il laissait entendre qu'on avait limogé Persin. Car la bêtise courante faisait que chacun tirait gloire d'user des expressions courantes, et croyait montrer qu'elle était à la mode, comme faisait une bourgeoise, en disant, quand on parlait à messieurs de Bréauté, d'Agrigente ou de Charlus, « Qui, Babal de Bréauté, Grigri, Mémé de Charlus ?» Les duchesses font de même d'ailleurs, et avaient le même plaisir à dire limogé, car chez les duchesses, c'est, pour les roturiers un peu poètes, le nom qui diffère, mais elles s'expriment selon la catégorie d'esprit à laquelle elles appartiennent, et où il y a aussi énormément de bourgeois. Les classes d'esprit n'ont pas égard à la naissance. Tous ces témoignages de Madame Verdurin n'étaient pas d'ailleurs sans inconvénient. Quoique nous ayons oublié de le dire, le salon Verdurin, s'il continuait en esprit et en vérité, s'était transporté momentanément dans un des plus grands hôtels de Paris, le manque de charbon et de lumière rendant plus difficiles les réceptions des Verdurin dans l'ancien logis, fort humide, des ambassadeurs de Venise. Le nouveau salon ne manquait pas, du reste, d'agréments. Comme à Venise, la place, comptée à cause de l'eau, commande la forme des palais, comme un bout de jardin dans Paris ravit plus qu'un parc en province. L'étroite salle à manger qu'avait Madame Verdurin à l'hôtel faisait une sorte de losange aux murs éclatants de blancheur, comme un écran sur lequel se détachaient à chaque mercredi et presque tous les jours tous les gens les plus intéressants, les plus variés, les femmes les plus élégantes de Paris,
ravis de profiter du luxe des Verdurins, qui avec leur fortune allaient croissant à une époque où les plus riches se restreignaient, faute de toucher leurs revenus. La forme donnée aux réceptions se trouvait modifiée sans qu'elle cessasse d'enchanter Brichot, qui, au fur et à mesure que les relations des Verdurins allaient s'étendant, y trouvait des plaisirs nouveaux et accumulés dans un petit espace comme des surprises dans un chausson de Noël. Enfin, certains jours, les dîneurs étaient si nombreux que la salle à manger de l'appartement privé était trop petite. On donnait le dîner dans la salle à manger immense d'en bas, où les fidèles, tout en feignant hypocritement de déplorer l'intimité d'en haut, comme jadis la nécessité d'inviter les Cambremer, faisaient dire à Madame Verdurin qu'on serait trop serré, étaient ravis au fond, tout en faisant bande à part, comme jadis dans le petit chemin de fer, d'être un objet de spectacle et d'envie pour les tables voisines. Sans doute, dans les temps habituels de la paix, une note mondaine subrepticement envoyée au Figaro ou au Gaulois aurait fait savoir à plus de monde que n'en pouvait tenir la salle à manger du Majestic que Brichot avait dîné avec la duchesse de Duras. Mais depuis la guerre, les courriéristes mondains ayant supprimé ce genre d'informations, s'ils se rattrapaient sur les enterrements, les citations et les banquets franco-américains, la publicité ne pouvait plus exister que par ce moyen enfantin et restreint, digne des premiers âges et antérieur à la découverte de Gutenberg, être vu à la table de Madame Verdurin. Après le dîner, on montait dans les salons de la patronne, puis les téléphonages commençaient. Mais beaucoup de grands hôtels étaient à cette époque peuplés d'espions qui notaient les nouvelles téléphonées par bon temps, avec une indiscrétion que corrigeait seulement par bonheur le manque de sûreté de ces informations, toujours démenties par l'événement. Avant l'heure où l'été d'après-midi finissait, à la tombée du jour, dans le ciel encore clair, on voyait de loin de petites taches brunes qu'on eût pu prendre dans le soir bleu pour des moucherons ou pour des oiseaux. Ainsi, quand on voit de très loin une montagne, on pourrait croire que c'est un nuage. Mais on est ému parce qu'on sait que ce nuage est immense, à l'état solide et résistant. Ainsi étais-je ému que la tache brune dans le ciel d'été ne fut ni un moucheron ni un oiseau, mais un aéroplane monté par des hommes qui veillaient sur Paris. Le souvenir des aéroplanes que j'avais vus avec Albertine dans notre dernière promenade près de Versailles n'entrait pour rien dans cette émotion, car le souvenir de cette promenade m'était devenu indifférent. On y croit. À l'heure du dîner, les restaurants étaient pleins. Et si, passant dans la rue, je voyais un pauvre permissionnaire, échappé pour 6 jours au risque permanent de la mort, et prêt à repartir pour les tranchées, arrêter un instant ses yeux dans les vitres illuminées, je souffrais comme à l'hôtel de Balbec, quand des pêcheurs nous regardaient dîner, mais je souffrais davantage parce que je savais que la misère du soldat est plus grande que celle du pauvre, les réunissant toutes, et plus touchante encore parce qu'elle est plus résignée, plus noble que celle d'un hochement de tête philosophe sans haine, que, prêt à repartir pour la guerre, il disait, en voyant se bousculer les embusqués retenant leur table, « On ne dirait pas que c'est la guerre ici. » Puis, à 9h30, alors que personne n'avait encore eu le temps de finir de dîner, à cause des ordonnances de police, on éteignait brusquement toutes les lumières, et la nouvelle bousculade des embusqués, arrachant leur par-dessus aux chasseurs du restaurant où j'avais dîné avec Saint-Loup un soir de Perm, avait lieu à 9h35 dans une mystérieuse pénombre de chambre où l'on montre la lanterne magique de salles de spectacle servant à exhiber des films d'un de ces cinémas vers lesquels allaient se précipiter dîneurs et dîneuses. Mais après cette heure-là, pour ceux qui, comme moi, le soir dont je parle, étaient restés à dîner chez eux et sortaient pour aller voir des amis, Paris était, au moins dans ces quartiers, encore plus noir que n'était le Combray de mon enfance. Les visites qu'on se faisait prenaient un air de visite de voisins de campagne. Ah, si Albertine avait vécu, qu'il eût été doux les soirs où j'aurais dîné en ville de lui donner rendez-vous dehors, sous les arcades. D'abord, je n'aurais rien vu, j'aurais l'émotion de croire qu'elle avait manqué au rendez-vous, quand tout à coup j'eusse vu se détacher du mur noir une de ces chères robes grises, ses yeux souriants qui m'avaient aperçu, et nous aurions pu nous promener enlacés sans que personne nous distinguât, nous dérangeât, et rentrer ensuite à la maison. Hélas, j'étais seule et je me faisais l'effet d'aller faire une visite de voisin à la campagne, de ces visites comme Swann venait nous en faire après le dîner, sans rencontrer plus de passants dans l'obscurité de Tansonville, par le petit chemin de halage jusqu'à la rue du Saint-Esprit, que je n'en rencontrais maintenant dans les rues devenues de sinueux chemins rustiques, de Sainte-Clotilde à la rue Bonaparte. D'ailleurs, comme ces fragments de paysages que le temps qu'il fait
fait voyager n'était plus contrarié par un cadre devenu paisible. Les soirs où le vent chassait un grain glacial, je me croyais bien plus au bord d'une mer furieuse dont j'avais jadis tant rêvé et que je ne m'y étais senti à Balbec. Et même d'autres éléments de nature qui n'existaient pas jusque-là à Paris faisaient croire qu'on venait descendre du train d'arrivée pour les vacances en pleine campagne. Par exemple, le contraste de lumière et d'ombre qu'on avait à côté de soi par terre les soirs au clair de lune. Celui-ci donnait de ces effets que les villes ne connaissent pas, et même en plein hiver, ces rayons s'étalaient sur la neige qu'aucun travailleur ne déblayait plus, boulevard Haussmann, comme ils eussent fait sur un glacier des Alpes. Les silhouettes des arbres se reflétaient nettes et pures sur ces neiges d'or bleutées, avec la délicatesse qu'elles ont dans certaines peintures japonaises ou dans certains fonds de Raphaël. Elles étaient allongées à terre, au pied de l'arbre lui-même, comme on les voit souvent dans la nature au soleil couchant, quand celui-ci inonde et rend réfléchissantes les prairies où des arbres s'élèvent à intervalles réguliers. Mais par un raffinement d'une délicatesse délicieuse, la prairie sur laquelle se développaient ces ombres d'arbres, légères comme des âmes, était une prairie paradisiaque, non pas verte, mais d'un blanc si éclatant à cause du clair de lune, qui rayonnait sur la neige de jade, qu'on aurait dit que cette prairie était tissue seulement avec des pétales de poiriers en fleurs. Et sur les places, les divinités des fontaines publiques, tenant en main un jet de glace, avaient l'air de statues d'une matière double pour l'exécution desquelles l'artiste avait voulu marier exclusivement le bronze au cristal. Par ces jours exceptionnels, toutes les maisons étaient noires. Mais au printemps, au contraire, parfois de temps à autre, bravant les règlements de la police, un hôtel particulier ou seulement un étage d'hôtel, ou même seulement une chambre d'étage, n'ayant pas fermé ses volets, apparaissait, ayant l'air de se soutenir tout seul sur d'impalpables ténèbres, comme une projection purement lumineuse, comme une apparition sans consistance. Et la femme, qu'en levant les yeux bien haut on distinguait dans cette pénombre dorée, prenait dans cette nuit où l'on était perdu, et où elle-même semblait recluse, le charme mystérieux et voilé d'une vision d'Orient. Puis on passait, et rien n'interrompait plus l'hygiénique et monotone piétinement rustique dans l'obscurité. C'était beau ce dernier passage. C'était vraiment beau. Donc petite description de Paris, la nuit, trop beau. Bon là du coup on avait un passage un peu plus historique à la fin. Enfin historique, événementiel, politique, tout ça. Allusion à l'affaire Dreyfus, et puis à la Première Guerre mondiale. Donc voilà, c'était un petit peu plus... Enfin, on parlait pas trop de littérature à la fin, on parlait surtout du coup de politique. Mais là, le dernier paragraphe, là, les pages 40 à 43, j'ai trouvé trop beau. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit ? Ouais, alors, merci beaucoup de trouver ça intéressant. Je suis contente parce que j'avais un peu peur, vu que j'improvise un peu en fonction de ce que je lis, que ce soit pas très intéressant. Mais oui, bien sûr, il y aura la rediffusion du live. Je vais tous les laisser sur la chaîne pour qu'ils puissent être visionnés plus tard par ceux et celles qui n'auraient pas lu le reste de la recherche et qui voudraient pas être spoilés ou quoi que ce soit. Ou qui juste n'ont pas le temps d'assister au live en direct. Et oui, dans les choux, ouais. Donc Cécile avait la réponse, c'était un surnom, le surnom d'Octave. Ça, c'est le genre de truc sur lequel on tombe quand on n'a pas lu le reste. Bah, je pouvais pas deviner. Heureusement qu'il y avait une petite note. Et oui, la page 43. Oui, j'ai hésité aussi à m'arrêter à la page 41 parce qu'il y a un saut de paragraphe. Enfin, il y a on change de paragraphe et de propos à la page 41 déjà. Mais je me suis dit que je lirai encore les 2 pages suivantes. Et comme ça, on pourrait commencer sur un long passage après. Demain. Du coup, voilà. Dites-moi si c'était bien la lecture. J'ai un peu buté à la fin. Là, je commençais à fatiguer un peu. Et si vous n'êtes pas trop ennuyé, si j'ai pas trop... je sais pas. Si c'était un petit peu intéressant et agréable à écouter. Vu que je l'ai pas lu, il y a certaines phrases dont je connaissais pas la construction. Donc peut-être que des fois, les intonations sont pas parfaites et collent pas parfaitement au sens de la phrase. J'ai fait de mon mieux. Mais c'est une première lecture, donc je connais pas le texte. Donc voilà. Rendez-vous demain soir à la même heure, 20h, pour
Oh, merci ma Sarah. Donc rendez-vous demain à 20h pour la suite. Donc on lira cette fois-ci de la page 43. Alors ça commence par Je songeais, que je n'avais pas revu depuis bien longtemps aucune des personnes dont il a été question dans cet ouvrage. Et on s'arrêtera à la page 90. Leur opinion à eux aussi avait changé et toute décision était approuvée par eux qui pouvaient contrister la France et venir en aide à l'Allemagne. Voilà. Donc ça, ce sera pour demain. En tout cas, je suis contente que vous ayez été là. Merci d'avoir assisté au live et d'avoir lu ces premières pages avec moi. C'était chouette. En plus, d'accord, ça marche. Bah, j'avais fait 20h parce que sur Instagram, je vous avais demandé si vous préfériez 19h30, 20h30 et c'était à peu près moite-moite. Du coup, je me suis dit, je coupe la poire en deux et... Bon, c'est peut-être un peu tôt, 20h, mais en fait, c'était pour aussi pas finir trop tard. Donc, on verra, peut-être qu'on réarrangera. Je demanderai de nouveau peut-être sur Instagram dans 2-3 lives s'il y a plus de monde plus tard. Mais voilà, en tout cas, merci d'être venu et à demain.